Salut à tous, bienvenue sur Codeur Libre. Dans cette vidéo, on va parler du métier de développeur informatique. On va voir le code, on va voir de la programmation. Cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent être développeurs informatiques, ceux qui veulent développer leur application ou ceux qui s'intéressent au métier de développeur informatique ou alors travaillent avec des développeurs informatiques. Cette vidéo est divisée en deux parties. La première partie, ça sera une présentation des métiers de l'informatique. On aura les langages de programmation, il y aura le code, on aura les frameworks, les différents outils et technos utilisés par les développeurs. Et en deuxième partie, ça sera une démonstration un petit peu de tout ce qui a été vu dans la première partie. Donc je vais vous montrer directement, en faisant des petites démos et des exemples, on va dire de quoi on a parlé dans la première partie. Avant de commencer la première partie de cette vidéo, je rappelle qu'il y a mon blog codeurlibre.system.io. Vous trouverez des articles sur le code, la programmation, le développement informatique et bien sûr vous avez le Discord si vous avez une question. Les liens sont en description. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Greg, je suis passionné d'informatique depuis plus de 20 ans et je suis développeur informatique en professionnel maintenant depuis 8 ans et je fais aussi des formations et du coaching. Donc on va voir déjà en premier les métiers de l'informatique avant de voir le code directement. C'est aussi où est-ce qu'on va coder. Donc il y a par exemple dans le cas d'application le plus connu, d'accord, parce qu'on peut coder dans différentes parties, il y a les objets connectés, on peut coder maintenant que ce soit dans les voitures, que ce soit que ce soit des télévisions, tous les appareils électroniques, de toute façon vous avez du code partout. Mais là on va prendre le cas d'application, les choses les plus connues. On va prendre le cas par exemple de Facebook où vous avez par exemple un front-end, d'accord, où c'est ce que l'utilisateur va utiliser, c'est les boutons, c'est la page de profil, ce sont les messages, ce sont les utilisateurs, ses amis, ça va être les différents qu'on appelle ça les posts qu'il va y avoir sur le mur, ainsi de suite, donc pour créer un post, pour afficher un post, pour modifier un post, ou ainsi de suite. Donc ça c'est tout ce qui va être au niveau de l'interface utilisateur. Donc on peut avoir le site web de Facebook en même temps et aussi l'application mobile de Facebook qui va avoir l'application mobile sur iOS, l'application mobile sur Android. Et bien sûr il y a le back-end, c'est tout ce qui va se passer derrière. Ça veut dire que étant donné que l'application mobile justement c'est une application qui utilise Internet pour pouvoir fonctionner, puisque c'est une application de réseau social, donc à ce moment-là, elle a besoin d'Internet, d'accord, parce que toutes les applications n'ont pas forcément besoin d'Internet, d'accord, mais actuellement, la plupart, elles ont souvent besoin d'Internet, donc on va rester là-dessus, mais c'est pour juste faire la parenthèse là, pour bien séparer, pour bien expliquer que le back-end, ce n'est pas forcément que des serveurs ou autre chose. Le back-end, ça peut être des choses que l'on ne voit pas, comme par exemple dans une voiture connectée. Vous avez aussi une voiture connectée, je veux dire la voiture par exemple de Tesla, les voitures autonomes. Vous allez avoir toute l'interface de la voiture, par exemple, où vous allez avoir toutes les options, le contrôle, ou ainsi de suite. Et dans le back-end, vous avez l'intelligence artificielle, tout ce qui gère les capteurs pour voir l'extérieur, qui gère le contrôle des roues, de la voiture, ou plein de choses. Tout ça, l'utilisateur ne le voit pas, mais pourtant il existe bien et il est utilisé. D'accord, parce que l'interface ne peut rien faire s'il n'y a pas de back-end. Et le back-end ne sert à rien en soi si il n'y a pas d'interface, ou alors des fois il peut aussi être utilisé sans interface, parce que par exemple on prend des microservices, vous prenez le cas d'un serveur web par exemple, il tourne juste et il attend que des requêtes et il retourne. Voilà, et après il redirige ce qui a été demandé par l'utilisateur, mais en soi le serveur web, vous ne le voyez pas, d'accord, vous voyez juste le résultat qui a été fait. Mais ça on va le voir en exemple de toute façon dans la démonstration. Donc on reste sur Facebook et on prend où on a notre application, vous voulez afficher votre page de profil, donc là vous êtes sur le front-end, vous voyez votre page de profil, ou pas encore, hein, là vous allez juste cliquer dessus, et à ce moment-là il y a une requête qui est faite au niveau de l'API, d'accord, une API qui justement est en back-end, connectée avec la base de données. Elle reçoit la requête de l'utilisateur qui demande d'afficher telle page de profil, donc elle vérifie s'il a le droit de la voir, toutes les authentifications, tout ce qui doit être fait comme vérification, c'est fait au niveau du back-end. Si c'est bon, un résultat est retourné, donc quel que soit le résultat. Donc si vous n'avez pas le droit, vous allez recevoir un message d'erreur. Si vous pouvez regarder, vous allez recevoir le résultat
et ça va être affiché. Donc tout ça, c'est, vous voyez, donc les développeurs back-end et front-end du coup communiquent ensemble de façon à pouvoir justement concevoir l'application en fonction de du back-end, comment il est construit, le front-end et tout. Donc tout dépend du coup voilà les deux parties. Après c'est là où ça vous plaît. Donc par exemple moi le front-end je connais. Donc moi on pourrait dire entre guillemets je suis full stack dans le sens où en fait je touche à tout. Mais ça c'est un cas particulier. Dans le cas où il y en a ils disent de se spécialiser, il y en a ils disent ouais forcément il faut spécialiser. Alors ça, oui et non, en fait, tout dépend un petit peu de votre personnalité aussi. Ça veut dire que l'informatique, c'est pas figé. Ça veut dire que là-dedans, c'est aussi selon vos envies, selon ce que vous avez envie d'apprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez stagner, vous allez avoir envie d'apprendre plus, ou alors ça va vous suffire. Tout dépend. Il y a beaucoup de profils en informatique, d'accord. Il y a ceux qui vont, par exemple, réfléchir à concevoir tout, comment on va concevoir l'application, comment on va programmer tout ça, parce qu'il y a tout ce système, voilà, c'est intéressant, donc du coup ça te permet de toucher à tout, ou alors du coup on a vraiment cette partie-là. Et ensuite, il y a juste le programmeur en fait, et qu'on va lui dire, vas-y, code-moi juste, je veux que quand, fais-moi un bouton ici, je veux un bouton sur la page de profil, que quand on clique dessus, par exemple, ça permet justement de faire une demande, d'accord. Je reçois un message automatique et ça me demande de m'ajouter comme ami. Ok, d'accord. Donc la personne, lui, il va faire que ce qu'on lui a demandé en fait. Donc lui, le but, hop, je dois faire mon bouton, je dois faire ceci. Donc on lui a expliqué tout ce qu'il doit faire, il sait où est-ce qu'il doit le faire. Maintenant, il le code, il le passe, c'est revu par son manager, d'accord, s'il y en a un ou pas. Là aussi, pareil, au niveau organisation, elles sont totalement différentes d'une entreprise à l'autre, hein, d'accord. Donc on peut pas vraiment généraliser, mais voilà, il y a quand même maintenant, on va dire des technos de base, donc ça on va voir par la suite. Mais du coup, dans cet exemple-là, du coup, voilà, il a fait son code, il a fait son bouton, ok, c'est bon, c'est réglé. Mais par contre, si on vient vers un autre développeur, on prend le cas d'un autre développeur, donc c'est vrai que là-dessus, tout le monde ne peut pas tout faire, mais voilà, on lui dit maintenant, moi, je veux faire une application où d'un coup, les gens vont pouvoir, par exemple, une application de rencontre par exemple où les gens vont pouvoir organiser de façon plus structurée, on va dire, des demandes de mariage ou des fiançailles ou quelqu'un il veut spécialiser là-dedans, donc il a envie de créer cette application, imaginez, et du coup il faut qu'il réfléchisse comment je vais concevoir mon modèle de base, ceci, cela, ainsi de suite. Donc lui, on lui dit pas qu'est-ce qu'il doit faire, lui il doit faire en sorte que ça existe. Donc lui par contre, on va pas lui dire il faut que tu fasses cela, il faut que tu fasses ceci, il a juste une idée générale et ensuite, voilà. Et ça c'est le même cas que quelqu'un qui veut développer son application. Imaginez quelqu'un d'un coup il a l'idée, il dit moi je veux faire une application d'un coup pour que les gens puissent d'un coup avoir un collier connecté où justement ils peuvent toujours avoir leur chien ou je sais pas quoi, un exemple tout bête. Donc du coup là il faut une application, il faut une API parce que du coup il y a des données qui vont partir par rapport à avoir aussi vers l'application et bien sûr le collier qui lui est connecté. Alors comment on le connecte? Il y a tout ça à réfléchir. Alors est-ce qu'on utilise le Wi-Fi à côté ou autre chose juste, ou alors il y a juste un capteur GPS ou comment, voilà, ou alors est-ce qu'on lui met une puce 4G dedans, ou il y a plein de choses comme ça. Comment on va communiquer en sorte si on a perdu, voilà, et ça il faut y réfléchir. Donc bien sûr, si vous regardez cette vidéo là par exemple et que dans le cas où vous voulez savoir comment développer une application parce que vous avez envie de développer votre application, voilà, ça c'est le genre de questions qu'il va falloir du coup se poser et c'est ce qui va vous amener, on va dire, à vous orienter au niveau de ce que vous allez apprendre. Ça veut dire que à un moment donné, si vous allez du coup réfléchir sur comment je vais devoir faire ceci, cela dans mon application, vous allez faire des recherches de comment coder cette partie-là. Donc du coup, mais là, bien sûr, je parle dans le cas, bien sûr, où on a déjà une base quand même de code d'application. Mais ça, on va juste voir ça après. Là, on est toujours dans les métiers. Donc du coup, le truc là, c'est qu'au fur et à mesure, c'est comme ça que vous allez vous spécialiser parce que vous allez apprendre des nouvelles choses en fonction de ce que vous avez envie de faire, en fait. Donc du coup, c'est pour ça que des fois se spécialiser c'est bien, il y en a voilà, ils veulent se cantonner dans un seul métier. Moi je fais que du Java, moi je fais que du Symfony, donc ça c'est un framework
De toute façon, on va parler dans la partie framework. Si je fais que du Symfony, comme ça je développe des sites web et tout, moi je connais que ça et on me dit quoi faire, autre chose. Il y en a, ils se contentent de ça. Donc tout dépend de votre profil. Donc ça veut dire que, d'accord, c'est bien de se spécialiser, mais aussi c'est bien de s'écouter soi-même et de faire ce que vous avez envie de faire. Donc il y a différentes façons de programmer. Maintenant, dans les langages de programmation, donc là c'est pareil, selon ce que vous avez envie de faire, il y a différents langages de programmation. Ensuite, par exemple, moi, j'ai une formation gratuite sur mon blog, j'ai le lien en description, vous pouvez vous inscrire, du coup, où j'explique aussi, il y a les bases de l'informatique pour ceux qui ne connaissent pas l'informatique et l'ordinateur, et bien sûr les bases de la programmation. Pour moi, les bases de la programmation, elles sont simples, elles sont 5. Il y a les variables, d'accord, vous avez les structures de contrôle, vous avez les opérateurs, vous avez les fonctions, et tout ça, on va dire, vous allez les retrouver dans tous les langages. Ça veut dire que dès que vous savez comment fonctionnent les variables, un petit peu, certaines, ok, sont typées, pas typées. Donc vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore ce que je dis, pour ceux qui ne le comprennent pas. De toute façon, on va en parler dans la partie programmation juste après. Mais voilà, un langage de programmation, il fonctionne à peu près de la même manière. Après, les langages vont avoir leur spécificité, c'est-à-dire qu'ils auront des caractéristiques qui leur sont propres, et ils seront performants dans différents trucs, et il y a différentes, que ce soit de façon, vous traitez toujours de l'information, mais la façon de traiter, la façon de gérer vos applications, d'un coup, là c'est pareil, vous allez être à l'aise avec tel ou tel langage. Donc là on prend le Node.js par exemple, c'est du JavaScript mais côté serveur, parce que le JavaScript, comme dans la partie là j'ai mis code, donc c'est une erreur, j'ai mis JavaScript dans le code, mais c'est pour expliquer que voilà, il y a le langage de programmation, il y a le code. Oui, donc dans la programmation, dans les langages de programmation, comme j'ai dit, vous retrouvez des variables, vous retrouvez des fonctions, vous retrouvez ces opérateurs de contrôle, ce qui vous permet de faire des opérations de comparaison, donc des conditions, vous pouvez, avec des conditions, vous pouvez faire des opérations arithmétiques, mais voilà. Dans l'HTML, par exemple, le CSS, vous n'avez pas ça. Ça, c'est du langage, ce sont des balises. C'est fait exactement, donc je vais vous faire une démo après, de toute façon. Mais ça, c'est pas vous ne pouvez pas faire de la programmation avec ça. Vous n'aurez pas de boucle, vous n'aurez pas de variable, vous ne pourrez pas faire de conditions de la même manière, c'est impossible. Le JavaScript, vous pouvez le faire, et ça, c'est du code qui peut être exécuté côté client. Donc quand je dis côté client, ça veut dire du coup sur les ordinateurs des utilisateurs, parce que le HTML, le CSS, le JavaScript, c'est ce que vous retrouvez sur les sites web que vous visitez. D'accord? Donc si je prends par exemple n'importe quoi, qu'est-ce qu'on va... je vais prendre... on va prendre... Go, par exemple. D'accord? Et que je regarde du coup les éléments de la page, je vais me retrouver avec de l'HTML. Là on voit du coup qu'il a chargé du JavaScript, donc je le retrouve dans mes applications. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas encore dans la partie démo, mais comme je l'ai dit, dans cette vidéo le but c'est qu'on va vraiment essayer de faire le tour, et qu'en même temps je vais vous montrer en exemple aussi en même temps de ce qui se passe, comme ça vous l'avez. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, c'est dans quoi? Application, memory, performance, network, source, c'est en source. Voilà, ici vous retrouvez, vous voyez, avec le code JavaScript, donc là ça c'est du JavaScript, directement qui vient de ce site, celui qui a été chargé. Vous avez les images, vous avez le CSS, tout ça, au moment où j'ai fait une requête au serveur web, il m'a retourné tout ça, et mon navigateur web, donc là actuellement là c'est Google Chrome, d'accord, et que ce soit Safari, ou je crois qu'Internet Explorer n'existe plus, je ne me rappelle plus lequel c'est sur Windows, parce que moi ça fait longtemps que je ne suis plus sur Windows. Dans tous les cas, le navigateur web il fonctionne de la même manière, il requête vers un serveur web, et ensuite il met en page du coup des pages web qui contient de l'HTML, du CSS qui a été envoyé depuis le serveur. Donc le JavaScript, on le voit ici, de ce côté-là, et ça c'est un langage de programmation. Mais on peut le voir aussi du coup côté Node.js, et ça dans un de mes articles du coup. Vous voyez, comme je dis, alors vous avez plusieurs articles, il y a aussi l'école 42, je suis un ancien étudiant de l'école 42, donc là-dessus il y a un bon article, si ça vous intéresse, c'est pour si je sais qu'il y a encore il y a de la limite d'âge et tout, mais c'est sans diplôme, donc pas besoin de diplôme, elle n'est pas diplômante, mais par contre elle est reconnue, donc je vous assure que si vous voulez apprendre à coder,
c'est une bonne école dans, je crois que c'est dans le JavaScript à un moment donné, comment apprendre application serveur, voilà. Vous voyez là, donc par exemple avec Node.js en 2 secondes là, juste avec du coup, je sais plus si c'est framework qu'on dit framework ou c'est une librairie dans ce cas-là, mais ça m'a permis de faire une API. Voilà, j'ai juste une route, d'accord. Donc c'est la même chose qui peut se passer d'un site web ou autre chose. Donc si je fais du coup cette requête là dans mon navigateur web, j'ai un exemple de toute façon avec l'API de la grille. Ça c'est justement une API que j'ai développée, mais une API qui du coup c'est un jeu, mais qui se joue en utilisant une API. Donc ça permet, on va dire, c'est dans le but justement de pouvoir apprendre justement un peu à coder en utilisant une API. C'est pour des cours ou des formations que je vais faire ça, puis en même temps il y a aussi un jeu, donc ça communique en même temps, il y a une console et tout, mais justement là vous avez une API, et vous voyez que juste je fais une simple requête, et voilà, du coup j'ai ce qu'on appelle un JSON, donc du coup j'ai comment on appelle ça, c'est en soi c'est une chaîne de caractères, parce qu'elle est directement mise en string, mais là c'est au format JSON, qui est formaté d'une certaine façon, donc avec clé et valeur, ici, donc c'est structuré, donc c'est si le JSON par exemple, vous mettez pas la virgule, vous enlevez les guillemets, ou alors il est mal structuré, de toute façon il sera pas conforme, donc ça veut dire qu'il y a quand même, il faut qu'il soit conforme, mais ça vous permet de faire circuler de l'information dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire que là par exemple, j'ai reçu toutes ces informations de l'API, donc si on reprend le cas de Facebook, imaginez que là ce sont les informations de ma page de profil. Donc là j'ai toutes les informations de ma page de profil, et qu'à un moment donné, si j'ai envie de modifier par exemple, je sais pas, mon numéro de téléphone ou mon adresse ou autre chose, ou ajouter, à ce moment-là il va y avoir une requête dans l'autre sens, où en ce moment-là c'est moi qui vais envoyer des données, c'est ce qu'on voit ici, dans celle-là, donc là c'est une méthode POST qui est faite au niveau de l'API, où du coup je mets des données à l'intérieur, et à ce moment-là c'est envoyé vers l'API. Si bien sûr les données que j'envoie sont conformes, parce que bien sûr ça respecte, il faut respecter comment on va dire l'API elle fonctionne, donc si c'est conforme et tout va bien, j'ai un retour, donc il y a des codes de retour, comme là on peut voir ici, c'est un 200, d'accord, et si je coupe l'API de l'autre côté, alors elle est où? Et ici. Donc si je coupe du coup l'API, et que je reviens sur mon Insomnia, vous voyez, donc là, du coup, là, il y a une erreur, ça répond plus de la même manière, d'accord. Donc là, il n'y a plus de, vous voyez, le code, de toute façon, là, il a changé, j'ai même pas carrément de réponse, parce que là, on n'a carrément pas de connexion au serveur. Donc voilà, mais le serveur, si lui, il a des erreurs gérées autre chose, il peut envoyer différents codes, et ça aussi, c'est pareil. Donc vous voyez, donc c'est une façon, par exemple, du coup, de coder. Donc j'ai montré là, du coup, avec une API, vous voyez, vous avez du JavaScript, et là, il est fait directement côté serveur. Vous pouvez utiliser du Python pour faire cela, vous pouvez faire des API en Python, comme j'ai montré dans une vidéo, on va la revoir de toute façon là dans cette démo. Vous avez aussi, que ça soit, il y a Django, il y a, c'est un framework qui va vous permettre du coup de développer des applications web, d'accord, vous faites des sites web, ou bien sûr une API. Vous pouvez le faire aussi, que ce soit avec PHP, il y a le framework Symfony ou Laravel. Vous avez le langage Go, ça va vous permettre aussi pareil, vous pouvez faire des API, vous pouvez faire, voilà, vous avez différents langages, et selon ce que vous avez besoin, vous utilisez le langage aussi qui vous convient, et surtout celui avec lequel vous êtes à l'aise. Donc de toute façon, dès que vous avez un peu des bonnes bases en programmation, comme j'ai dit, ça vous facilite pour accéder à de nouveaux langages de programmation, puisqu'ils fonctionnent, comme je dis, avec les mêmes bases. Du coup, comme j'ai dit, ensuite, quand vous avez appris à coder, vous n'allez pas tout réinventer. Par exemple, on va le voir plus tard, mais dans le cas de jeux vidéo, là on n'est pas en 1980. Ça veut dire que vous n'allez pas devoir gérer comment j'affiche tel pixel comme ça, comment j'affiche mon truc en 3D. Vous allez voir que directement, vous pouvez faire des jeux assez simples. Alors ça peut être compliqué
comme ça au premier abord pour certains quand on ne connaît pas, mais je vous assure qu'en réalité on ne fait pas attention, mais justement l'outil qui a été fait par des programmeurs. On prend le cas d'Unity, on prend le cas aussi de Unreal Engine, c'est aussi un autre moteur 3D, vous avez l'application, vous pouvez coder votre jeu dessus. Ben, c'est extrêmement puissant parce que vous avez moteur 3D, moteur physique dedans, vous n'avez pas à le gérer, vous avez juste à prendre les éléments, coder en réalité. Alors ce qui est bien, c'est que directement, ben, vous allez voir, de toute façon je vais le montrer, vous allez voir comment ça se passe directement en fait visuellement, votre code, c'est pour ça qu'il y en a aussi qui aiment bien le front-end au niveau mobile et site web, parce que tout de suite, eh ben, ils voient ce qu'ils sont en train de coder ou développer. Donc tout de suite ils ont un visuel. Donc bon, c'est pour ça que voilà, c'est selon ce que les gens y préfèrent. Donc au début, de toute façon, il va falloir d'abord acquérir l'expérience du code. Donc déjà, prendre en main déjà les langages de programmation, comment fonctionne un ordinateur, être à l'aise avec les différents outils, parce que oui, il va falloir quand même mettre les mains dans le cambouis, dans le sens où il va falloir quand même acquérir. Voilà, il faut installer des outils, il faut savoir comment. Il y a beaucoup de choses qui se passent en terminal, des trucs que tout le monde ne voit pas forcément. Donc, je parle pas de terminal comme sous MS-DOS, juste la commande, la ligne de commande qui est sur MS-DOS. Maintenant, en plus, il y a Bash comme pour Linux. Je parle surtout du terminal Linux Unix qu'on peut trouver aussi sur macOS, d'accord, parce que c'est la même chose. D'accord, il fonctionne pareil, que ce soit avec Bash ou il a du ZSH ou il a son truc, mais les commandes restent à peu près les mêmes. Maintenant, il y a Bash aussi sur Windows, et c'est ce que vous retrouverez aussi sur les serveurs, parce que la plupart des serveurs tournent sous Linux. Donc, du coup, ces commandes vous permettent de contrôler le système directement, comme certains peuvent le voir dans les films, directement en ligne de commande. Donc ça pareil, dans ma formation qui est gratuite, je le rappelle, la formation qui est gratuite, pareil, je vous fais une démonstration, on va voir le terminal ou ainsi de suite. De toute façon on le voit obligé, dans certains cas de programmation on est obligé de voir le terminal à un moment donné, que ça soit pour lancer une commande, même si maintenant beaucoup de choses, beaucoup d'outils sont intégrés pour faciliter quand même certaines choses. Et dans ce cas là justement on a les frameworks. Ça veut dire que par exemple, on prend le cas du coup des frameworks qui sont ici, ils fonctionnent sur des langages de programmation. On a Django, il est sous Python, Symfony, il est sous PHP, Laravel aussi, Ruby on Rails, il est sur Ruby. J'ai mis Metasploit, rien à voir avec le développement en soi. Ça c'est pour montrer la différence. C'est un framework en sécurité informatique. Donc on l'a vu dans la série Mister Robot, je sais plus, je crois que c'est dans la saison 2. Pour ceux qui l'ont vu, je crois que c'est dans la saison 2. Où à un moment donné il l'utilise justement quand il veut hacker le FBI, ou il veut, je crois que c'est à propos du femtocell, au moment où il le code, en fait il utilise justement ce framework. C'est un framework de sécurité qui contient, on va dire, une liste d'exploits, et ensuite donc ça veut dire que ce sont des failles de sécurité sur des applications. Ensuite dedans vous avez des payloads aussi, qui, du coup, au moment où vous avez exploité une faille de sécurité, vous décidez qu'est-ce que vous voulez exécuter. Donc, en fonction de la version du logiciel qu'il y a en face. Donc, tout ce framework, il contient plusieurs... Alors, il n'y a pas que des exploits, il y a aussi des scanners, il y a beaucoup de choses. Pour ceux que ça intéresse, vous faites une recherche dessus, ça s'appelle Metasploit. D'accord, je mettrai le lien en description, j'essaierai d'y penser. Du coup, c'est un framework énorme, en plus j'avais vu des livres là-dessus, donc il est gigantesque. Et bien sûr, vous pouvez coder aussi vos propres exploits et payloads, parce qu'en fait, c'est un framework. En fait, donc vous utilisez du coup des outils, des fonctions, donc entre guillemets, voilà, des outils, des fonctions qui ont déjà été codées par d'autres, et en fait, ils mettent ça à disposition afin de faciliter le développement. Donc on prend le cas du coup de React, ça permet le développement d'applications mobiles. Donc maintenant, je pense que là après de toute façon on a les outils, non je vais attaquer les outils après, mais du coup voilà, donc on prend ce framework là, ça va vous permettre de développer des applications mobiles, et d'autres vont permettre de concevoir des API ou alors des sites web, ou bien sûr après comme vous voyez, par exemple je pourrais prendre le cas d'Unity ou Unreal Engine comme des frameworks aussi, puisqu'en même temps voilà, vous avez toute cette bibliothèque et tout ce logiciel qui vous permet de concevoir des logiciels sans repartir de zéro.
Alors, par exemple, j'ai parlé de l'école 42. L'école 42, ce qui est intéressant, c'est que on recode beaucoup de choses quand même à partir de zéro. Mais c'est pas plus mal. Mais je parle dans le cadre de l'école, dans le sens où ça permet vraiment d'avoir une meilleure compréhension de comment tout fonctionne. C'est pour ça que par exemple moi plus tard j'essaie de faire une formation, j'essaie de travailler dessus, je ne l'ai pas encore fini, une formation sur le langage C, parce que c'est quand même un bon langage pour pouvoir bien comprendre surtout comment fonctionne la mémoire de l'ordinateur et comment la gérer. Parce que là actuellement, beaucoup de langages de programmation, la mémoire il la gère tout seul, c'est pas à vous de la gérer. Ça veut dire que vous concevez des variables, vous avez un tableau avec des données, dedans vous les remplissez, ainsi de suite, vous faites même pas attention, derrière ça se gère tout seul. Voilà. Donc, alors que dans le C, par exemple, on prend le cas du langage C, c'est à vous de le gérer et vous avez intérêt à bien le gérer. Et surtout, par exemple, à l'école, justement, c'est assez strict parce qu'au niveau des tests, justement, c'est vérifié. Donc, ça vous permet de mieux coder, d'être quand même plus rigoureux dans votre travail. Maintenant, dans les différents outils qui existent, par exemple, on va avoir du coup, vous pouvez coder avec un éditeur de texte. Ça veut dire que pour coder, vous n'avez pas besoin forcément, obligatoirement, je parle d'un logiciel. Au final, parce que le langage de programmation, c'est simplement fait pour l'humain. Ça veut dire qu'au final, ce langage-là, il va être après envoyé directement au compilateur ou l'interpréteur de ce langage. C'est-à-dire que si vous codez en Python, vous codez en langage C, vous codez en Python, vous avez un interpréteur Python, parce que c'est pas un langage compilé, donc lui il est directement interprété, d'accord, mais il y a quand même, voilà, c'est la même chose. Au final, pour que l'ordinateur le comprenne, il faut un intermédiaire. Cet intermédiaire, c'est ou le compilateur, ou du coup l'interpréteur. Alors, et dans le langage C, c'est exactement la même chose. Si vous voulez compiler votre code en C, il vous faut un compilateur. Et ça fonctionne pour tous les langages de programmation, il est obligé d'être interprété. Voilà, donc c'est pour ça que les langages de programmation, ils sont faits vraiment pour l'humain et qu'en même temps, ils sont assez logiques, d'accord, ils sont compréhensibles. Je l'ai montré dans un article à un moment donné, la différence. Si vous voulez par exemple, je vais revenir en arrière, les articles, et je crois que c'est dans comment programmer quand on est débutant. Voilà, vous voyez ici vous avez une fonction. Cette fonction est en assembleur. C'est ce qui se rapproche le plus du langage machine, d'accord. Donc c'est un langage de programmation qui est très ancien, mais hyper intéressant à connaître pour tous ceux qui s'intéressent à la sécurité informatique. Parce que là, dans la sécurité informatique, vous, par exemple, dans le cas où je parle pas le fait de pirater, je parle vraiment de sécurité informatique, donc ça veut dire vraiment trouver des failles, c'est-à-dire voilà, c'est un métier là-dedans, donc de sécuriser les choses et du coup de comprendre les applications qui tournent en réel. Si vous n'avez pas le code source, les applications, vous les avez que à leur format exécutable. Donc ça veut dire en binaire. Par contre, avec des débuggers, il y a moyen de pouvoir avoir le format assembleur du programme, d'accord, ou de l'application qui est exécutée. Donc du coup, voilà comment par exemple les hackers essayent de trouver des failles dans des applications. C'est parce que du coup, ils les décortiquent comme ça, ils connaissent le langage assembleur, ils savent comment il fonctionne. Et du coup, au moins après, ils peuvent casser des trucs. Donc à l'école, pareil, à l'école 42, il y a un projet là-dessus, et sur RootMe, sur le site de RootMe, pour ceux qui s'intéressent à la sécurité informatique, je ne sais pas si je l'avais déjà présenté. D'accord, vous avez le site de RootMe. On voit pas les challenges directement. Faut se connecter obligatoirement. Du coup, là-dessus, de toute façon, vous n'avez pas vous vous connectez, d'accord. Je crois que c'est gratuit, de toute façon. Et vous avez plein de challenges. Donc ça, faut quand même, du coup, connaître un petit peu
vite fait les ordinateurs, comment ils fonctionnent, et voilà, quand même connaître la programmation, parce qu'il va en avoir. Mais du coup, vous pouvez directement, vous avez des serveurs et vous avez des applications directement exploitables. Ce sont des challenges et au fur et à mesure, il faut débloquer pour pouvoir monter. Et ben là-dedans, par exemple, vous avez une partie assembleur. Donc si vous ne connaissez pas l'assembleur, de toute façon, vous allez l'apprendre dans le truc, mais voilà. Donc vous avez des challenges comme ça, il en existe plein. Tout dépend de ce que vous avez envie de faire. Et vous voyez, ça c'est la même fonction que vous avez vu en haut là, en langage C. Et en fait, cette fonction, elle ne fait que afficher un caractère. Vous imaginez la taille du code qu'il faut juste en assembleur pour afficher un caractère. Donc voilà, donc vous pouvez donc c'est la même façon. Donc par exemple, et dans d'autres langages, c'est encore beaucoup plus simple, par exemple, maintenant d'afficher juste un caractère. Pour vous montrer un exemple, tout ça c'est juste de façon à ce que ça soit logique pour nous quand on écrit. Donc voilà, c'est write, ça veut dire écrire en anglais, donc souvent c'est de l'anglais, mais vous voyez, c'est des trucs simples. J'écris, voilà, un caractère, c'est celui-là, et le dernier, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y avait la taille, le nombre, et la taille, je ne me rappelle plus exactement. Donc du coup, il faut regarder du coup dans les définitions. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de C. Mais du coup, là, vous voyez, elle reçoit un paramètre, ouais, c'est une fonction. Donc voilà, c'est la même chose. Donc là, on voit que c'est une fonction directement, qui appelle une autre fonction et qui donne d'autres paramètres, dont le paramètre qui est ici, et en même temps qui lui donne l'adresse parce que c'est un pointeur. Vous voyez, donc tout ça, ben voilà, quelqu'un qui connaît la programmation, il le voit en le lisant. Là, quelqu'un, même qui connaît la programmation, ça va piquer. D'accord, même moi par exemple, il faudrait que je revienne sur l'assembleur pour piger quand même tout ça parce que ben, ça fait très longtemps que j'en ai plus fait. Mais pareil, quelqu'un qui connaît l'assembleur, ben, il vous lit ça en 2 secondes, c'est pas un problème. C'est juste une question d'habitude, c'est un autre langage et tous les langages fonctionnent à peu près de la même manière, mais ensuite, ben, comme j'ai dit, ils ont leur spécificité. Maintenant, du coup, j'en reviens aux outils. Ben, par exemple, là, tout de suite, on a vu du coup comment était le code. Ben, par exemple, moi, j'utilise un IDE. Donc, alors, moi, j'ai marqué Visual Studio là, ici derrière, c'est pas pour rien, d'accord? C'est parce que du coup, c'est il est où mon truc? C'est parce qu'il est gratuit et que celui que là, moi, je montre, il est payant. Donc voilà, c'est chacun du coup il code avec ce qu'il a envie. Donc il n'y a pas que des, alors il y en a, ce ne sont pas vraiment des IDE, c'est des éditeurs, mais je crois que maintenant selon les plugins qui ont été rajoutés, ce sont devenus des IDE. Alors il y avait Atom, je l'avais présenté, mais je crois que Atom c'est fini. Il y a aussi du coup vous avez bien sûr Sublime Text, hein. Il y en a qui codent même encore sous Vim en console ou iMac. Avec certains plugins ça passe, d'accord, mais l'avantage c'est que du coup un IDE va vous faciliter, va vous aider au niveau du développement. Alors par exemple dans le cas qui est ici, par exemple je vois que j'ai directement l'outil de Git qui est intégré, donc du coup je peux voir tous les commits qui ont été faits. Donc là on est sur un des projets que j'ai sur GitHub, d'accord, qui est accessible, hein, et je crois que vous pouvez le voir, c'est celui de la console, c'est la partie client qui communique avec l'API justement que je vous ai montré. Ben, ici je vois du coup c'est Git, c'est un logiciel de versionning, d'accord, donc là c'est directement lié avec GitHub, donc vous voyez c'est dans la partie outils, vous avez aussi le GitLab, d'accord, et à chaque fois mon outil il part trop loin, je vais l'élargir un peu, voilà, tac. Et du coup pareil, maintenant par exemple là je suis sur la partie, vous voyez, je clique sur Pomme, parce que moi je suis sous Mac, donc c'est ou CTRL ou Alt, je sais plus, sur mon IDE. Du coup ça me permet, là chaque fois là, ici je place mon curseur, mais ici directement, vous voyez, sur le survol, d'un coup j'ai des informations sur la fonction. Ben, toutes ces choses là, tout ce qui vont être intégré à votre éditeur de code ou votre IDE, et ben, tout ça va vous faciliter toutes ces choses au niveau du développement, d'accord. Donc par exemple ici, donc on sait que j'ai appelé la structure programme, et dans cette structure il y a beaucoup de fonctions. Donc si je fais un point, vous voyez, l'IDE directement, bah, il me fournit toutes les informations. Alors voilà, j'ai cette méthode, j'ai leurs paramètres, d'accord, et directement ensuite quand je suis dessus, je crois, c'est peut-être parce que elle retourne rien. Je vais aller sur celle-là. Voilà, sur celle-là, elle affiche aussi du coup les retours, d'accord, un int et erreur. Donc ici, moi, je ne l'ai pas affiché erreur parce que je n'utilise pas. Du coup, mon IDE, d'accord, parce que si je fais ça,
Vous voyez, tout de suite il me dit qu'il y a une erreur, donc on regarde. Vous voyez, rename, usage. Pourquoi? Parce que en fait il n'est pas utilisé. Et là par exemple on prend le cas de ce langage, donc là on est en Go. D'accord, j'ai une formation, de toute façon dans la formation que j'ai qui est gratuite, c'est le langage que je présente, hein, parce que du coup il se rapproche vachement du C et il est assez simple d'utilisation, donc pour des débutants je trouve que c'est simple à présenter. Donc du coup là c'est le langage Go qui est fait par Google et il est assez strict, c'est un langage compilé, donc du coup il est assez strict sur certaines choses. Donc là actuellement par exemple les choses qui ne sont pas utilisées, elles sont précisées. Donc si j'aurais utilisé un éditeur de texte, je ne l'aurais pas vu. Donc je l'aurais vu qu'à la compilation. Donc l'avantage avec l'IDE, c'est que tout de suite, vous le voyez, et du coup, vous pouvez le corriger, tout simplement. Donc du coup, je vais cliquer dessus, exactement ce qu'il veut, rename usage, comme ça. Hop, rename, voilà. Et j'enregistre, et là c'est bon. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est conforme. Du coup, ça, c'était pour la partie IDE. D'accord. Donc ensuite, j'ai fait une vidéo sur Docker. Je vais mettre une fiche. Je mettrai le lien aussi en description. Là, c'est Docker. Alors là, pareil. Donc avant, par exemple, si on voulait utiliser, par exemple, on voulait simuler, par exemple, moi je faisais ça pour simuler un serveur ou alors une autre configuration. Par exemple, on utilisait la virtualisation. La virtualisation, elle existait aussi de façon console pour administrer, on va dire, plusieurs applications. Le problème qu'il y a avec la virtualisation, c'est que en fait, c'était justement, c'est que on divisait, c'est comme si on divisait l'ordinateur vraiment au niveau de ses ressources, donc ça veut dire au niveau de sa mémoire, au niveau du processeur et au niveau même de l'usage du disque. Le truc qu'il y a, c'est que par exemple, dans le cas de ressources, une application qui n'était pas demandée, mais que par exemple vous avez divisé par 2 votre ordinateur et que l'application justement sur laquelle tourne ce serveur, elle demande finalement, elle n'utilise pas énormément de ressources, ou il faut rechanger les configs ou autre chose, mais vous voyez que donc à chaque fois c'est pas très opti. Le truc qu'il y a, c'est que Docker, l'avantage c'est qu'en fait lui ça va être un système de virtualisation, mais en utilisant intelligemment les ressources de l'ordinateur, on va dire, justement, sans les dupliquer. Il utilise les ressources déjà existantes. Ça veut dire que du coup, il se charge dans un processus à part, avec des configurations à part, mais en même temps, il utilise les ressources de l'ordinateur totalement. Ça veut dire que du coup, si votre conteneur Docker à ce moment-là, il n'est pas utilisé, il n'y aura aucune ressource, et tout d'un coup il est utilisé, d'un coup vous allez voir que le processeur va beaucoup aller sur lui, il va demander plus de mémoire ou autre chose, c'est selon ce qu'il a besoin, et ensuite ça redescend. D'accord. Donc ensuite, bien sûr, tout ça, vous pouvez le régler et ainsi de suite, mais l'avantage, par exemple, dans le cas là où vous voulez par exemple développer des applications, on prend dans ce cas-là, c'est facile par exemple de le placer directement sur un serveur, vous avez directement une image qui est directement fait avec toutes les librairies qu'il faut, avec les bonnes versions, ainsi de suite, vous l'avez testé, vous avez préparé votre image, vous y touchez plus. Maintenant, donc là ça c'est réglé par exemple pour faire exécuter, imaginez votre application qui tourne, comme je l'ai montré dans un exemple, pareil je mettrai le lien en description, on va voir par la suite de toute façon parce que ça fait partie de la démo, on va revenir dessus. Ou du coup j'ai montré une application utilisant le framework de Django et en utilisant du coup aussi Docker. Et on avait deux versions du coup de Docker Compose qui me permettaient d'envoyer 2 conteneurs totalement différents au niveau des configs, parce qu'il y avait un conteneur de production et un conteneur de développement. Le conteneur de développement, c'est celui que je vais exécuter sur ma machine directement, parce qu'il est fait pour fonctionner en local. Et le serveur de production, il est fait pour fonctionner justement en production sur le serveur qui va être lancé sur l'application finale, vraiment. Ou alors, par exemple, on peut faire un autre Docker Compose en mode pré-production, où ça sera sur un serveur de test directement, mais vraiment en situation réelle, mais de test. Comme ça peut arriver, où certains utilisateurs ont accès à des versions bêta d'applications s'ils s'inscrivent, là c'est la même chose. Du coup, cette technologie-là, l'avantage, c'est que vous allez lancer ça sur votre machine avec la même image qui va être prévue pour aller en prod. Donc du coup, à ce moment-là, vous lancez de cette façon-là, au moins vous êtes sûr que ça fonctionne, ça évitera toute divergence
C'est pour ça que par exemple une image, on ne la modifie pas, d'accord? Parce que, alors, on peut modifier un conteneur et ensuite il faut le committer, par exemple, ce qui va faire une autre image, d'accord? Mais une image, le but c'est pas de rentrer toutes les 5 secondes et de la modifier en fait. C'est-à-dire que le but c'est que ça soit figé au niveau de la configuration et que par exemple vous avez des points de montage directement, parce qu'une image c'est un petit peu comme si vous voyez un autre ordinateur, d'accord? Vous avez un deuxième ordinateur, entre guillemets, d'accord? Qui est à part, qui est virtuel, mais qui est, entre guillemets, qui a sa propre, voilà, qui est un petit peu, qui a son propre espace. Donc là-dedans, ben, il y a les utilisateurs, il a ses propres dossiers, voilà. Mais vous pouvez faire un point de montage entre un dossier de ce conteneur, donc je l'ai montré dans la vidéo, hein, mais je le redis, jusqu'à un dossier que vous avez monté sur votre machine. Ce qui fait que du coup les deux peuvent communiquer. Quand je dis que communique, on parle de fichiers, donc on parle de lecture, écriture, donc ça veut dire que si vous rajoutez un fichier qui est une page web, du coup, et que vous le mettez dans ce dossier, automatiquement, le conteneur Docker, lui, eh ben, il aura ce fichier. Donc si par exemple dessus vous avez monté un serveur web qui directement lit le dossier sur lequel vous avez monté, donc et qui lit les fichiers HTML, ainsi de suite, ben, vous avez juste à pointer directement l'URL dans votre navigateur comme un site internet. Là je parle en développement, hein. De toute façon on va le voir. Et du coup ben, vous avez votre page. Et si vous la modifiez, ben, directement vous modifiez votre page en local directement, donc après c'est transmis et vous avez la modification au niveau même si c'est au niveau de votre conteneur que c'est exécuté, parce que justement vous avez fait le point de montage et c'est fait pour ça. Donc après voilà, vous avez plein d'exemples dessus, et comme j'avais présenté justement l'outil, je crois qu'il doit être, si je dis pas de bêtises, Django Test, qui était ici, voilà, qui était sous Django, bah justement comme j'avais présenté l'outil là-dessus. C'était en utilisant Cookie Cutter de Django. Voilà, donc ça permettait d'avoir un outil qui justement générait directement, parce que vous pouvez générer votre projet Django directement si vous voyez un tuto. Par exemple, vous verrez pas, vous ne verrez pas la même chose que vous avez vu dans la vidéo que j'ai présentée, puisque là c'est différent. C'est-à-dire que là le projet qui est généré, on va dire, juste avec la librairie Django de base, n'est pas la même chose que là, parce que là du coup ça a conçu en fait, en réalité, là, ça a généré directement tout un projet avec justement le Docker, l'intégration avec le GitLab pour directement préparer l'intégration continue, d'accord? C'est ce qui va permettre de pouvoir envoyer votre code en production par rapport aux modifications qui sont effectuées, et surtout quand vous le voulez et comment on le veut. Je l'ai présenté celle-là dans ma formation de toute façon, le GitLab, mais on va le voir de toute façon après par la suite, par exemple. Donc la vidéo elle est quand même longue, mais c'est quand même c'est pas pour rien. C'est comme j'ai dit, c'est qu'on va vraiment essayer de faire tout le tour. On pourra jamais tout voir parce qu'on apprend tous les jours, mais par contre, du coup, comme j'ai dit, hein, vous focalisez vos connaissances par rapport à ce que vous avez besoin. Et que ça soit au niveau du développement, ben, déjà avoir une connaissance de comment fonctionnent les ordinateurs, les outils qui existent, qu'est-ce que l'on peut faire, comment fonctionne un langage de programmation de base, et voilà. Ensuite, maintenant, moi, je veux faire telle chose, comment je fais telle chose. Donc là-dessus, comme j'ai dit, maintenant, on n'est plus en 1990. Maintenant, moi, je connais les ordinateurs depuis, je crois, depuis 98-99. Et maintenant, ben, voilà, j'avais que les livres. Et maintenant, ben, il y a toujours de très bons livres. Mais en plus de ça, il y a des formations en ligne, il y a YouTube, il y a les tutos, il y en a qui partagent. Et en même temps, ben voilà, comme je dis, j'ai présenté, il y avait le Discord. Donc de toute façon, si vous avez une question particulière, il y a le Discord. De toute façon, c'est fait pour ça. Donc faut pas hésiter. Si vous avez, voilà, vous êtes bloqué sur quelque chose, ou vous êtes en train d'apprendre le code, ou vous êtes en train d'essayer de faire une application, vous savez pas comment faire, ou n'importe quoi. De toute façon, là-dessus, ben, vous avez réponse. Ensuite, ben, vous avez par exemple, là je présente AWS, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Amazon Web Service. Donc je présente lui, il y en a plein d'autres, hein. C'est qu'à un moment donné, par exemple, que ça soit votre back-end, donc que ça soit une API
ou une API, votre base de données, et bien sûr que ce soit de toute façon une API ou un front-end, donc que ce soit un site web, de toute façon il faudra l'héberger. Donc vous pouvez très bien héberger ça chez vous, d'accord? Donc ça veut dire que vous pouvez très bien apprendre à monter un serveur, hein, parce que n'importe quel ordinateur peut faire serveur. Mais ensuite, est-ce qu'il peut être utilisé comme un serveur tout le temps? Déjà, par exemple, au niveau électricité ou autre chose, au niveau à ce moment-là, qu'il y ait une coupure ou qu'il y ait quelque chose, il n'y a rien qui permet, voilà, il faut tout gérer soi-même. Donc c'est pour ça que les gens, ils hébergent. AWS, c'en est un, je vais présenter celui-là, simplement parce que du coup, voilà, il est par exemple, si vous imaginez que vous faites une application, donc là comme je l'ai présenté, on va prendre le cas de ce qui a été vu. Je fais un site web sous Django, et maintenant je veux l'envoyer. Donc j'ai une image, donc ça c'est bien, j'ai une image Docker. Ben, par exemple sur AWS, vous pouvez créer un cluster directement, il y a directement aussi on appelle ça un registry, c'est un service qui va vous permettre de stocker des images Docker directement et de pouvoir les utiliser comme j'ai montré dans la vidéo en lançant un Docker Compose Up. C'est à peu près de la même manière. Donc vous allez vous préparer sur cette image et ensuite vous allez vous configurer qu'on appelle ça, je crois que c'est un service directement qui va être un peu votre Docker Compose. Alors pour ça c'est très simple, de toute façon on va même pas j'ai trouvé une vidéo très bien pour ça, je vais mettre le lien en description si vous connaissez pas. C'est Cocadmin. Du coup, lui, c'est plus... qu'on appelle ça déjà? C'est DevOps. Voilà, donc c'est tout ce qui est un petit peu comment administrer les serveurs, parce que voilà, il faut administrer les serveurs. Donc malgré tout, il y a quand même du code et tout. Ça peut arriver même au niveau des DevOps, mais du coup, voilà. Là, c'est surtout de l'administration serveur. Cette vidéo, elle va vous montrer par exemple comment mettre une image Docker et de lancer votre application Docker comme si vous la lancez sur votre ordinateur, mais directement sur AWS et d'y accéder depuis Internet. Voilà, donc directement, vous voyez, vous pouvez là directement, si vous voulez, vous avez codé votre application, la lancer. Là, ça en est un. Bien sûr, il reste plein de serveurs directement. Donc, par exemple, vous pouvez directement prendre un serveur dédié. Hein. Ça, c'est pas un problème. Après, mais sauf qu'il faut le gérer vous-même. Donc, tout dépend. Donc là-dessus, il faut chercher hébergeur web. D'accord, ou hébergeur Docker ou ainsi de suite. Donc vous précisez votre recherche selon ce que vous avez besoin. D'accord. Et bien sûr, bon après, on a le GitLab et le GitHub, hein, ce qui permet de gérer directement votre code. Donc là, je ne l'ai pas montré dans celle-là. Je vais prendre le GitLab. Voilà, ici, d'accord. Donc si je prends le cas de mon Git ici sur mon projet, d'accord, ça me permet d'avoir du coup tout le code directement. Donc là je suis comme dans un répertoire, hein, donc où il y a une arborescence, hein, j'ai des dossiers, si je rentre dans le dossier j'ai des fichiers, je peux revenir en arrière, hein, d'accord, rien de ouf. Le truc qu'il y a, c'est que par exemple le GitLab là, dans cet outil là, je ne veux même pas en parler là, c'est un peu trop tôt. En fait, le truc là, c'est que ça va surtout gérer le versionnement du coup. Donc par exemple, si je regarde ici dans commit, ce qu'on appelle des commits, c'est à chaque fois qu'il y a des modifications dans le code. Donc avant, par exemple, comment on appelle ça, pour versionner le code, par exemple, il y avait SVN. Je vais retrouver de toute façon la vidéo aussi, je crois qu'elle est sur Cocadmin. Si j'y pense, après je vous montre le lien vers la vidéo et je penserai à mettre du coup ça me fera penser à mettre... quand je verrai la vidéo, ça me fera penser à mettre le lien en description, où justement, pour ceux que ça intéresse, ça parle de l'histoire de celui qui a inventé Git, qui est aussi, du coup, celui qui a inventé le noyau Linux, d'accord, qui est utilisé dans les distributions Linux qu'on connaît, d'accord. Donc le noyau, c'est vrai, le noyau, c'est d'accord, c'est le système d'exploitation. Donc des fois, par exemple, vous prenez Windows ou macOS, le système d'exploitation, l'interface graphique et tout ça est intégré, donc vous le voyez pas. Dans le cas de Linux, c'est pareil. C'est-à-dire que ce que vous voyez souvent, c'est des distributions, d'accord, qui utilisent le noyau Linux. Donc vu que c'est une version libre, du coup, mais ça c'est expliqué, si je dis pas... De toute façon, vous avez beaucoup de vidéos sur Cocadmin où justement il y a cette histoire. Donc du coup, l'inventeur du noyau Linux, c'est celui qui a aussi inventé Git, justement par rapport à ça, parce que comme c'était
c'était un projet open source et aussi du coup il y a plusieurs développeurs à travers le monde qui ont collaboré du coup à ce projet. Et je vais faire un résumé court. Au final, du coup, les logiciels de versionning ne lui convenaient pas et il a inventé Git. Pour ma part, j'ai fait l'expérience, on va dire, d'avoir découvert SVN, donc SVN après Git, parce que c'était comme ça en entreprise, avant de pouvoir avoir le Git. Ben, le truc qu'il y a, c'est que je parle de SVN parce que justement, dans l'histoire de Linus Torvalds, je crois que SVN, ça en fait partie, hein, il faut voir la vidéo, je ne m'en rappelle plus. Mais si je dis pas de bêtises, ça en fait partie. Le truc qu'il y a, c'est que par exemple, là, si je prends l'exemple des commits, d'accord, le truc qu'il y a, c'est que sous SVN, si je faisais un commit, ça partait directement sur le serveur. Du coup, le serveur où il y a justement le logiciel, l'application de versionning. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, ça veut dire que je pouvais. La différence avec Git, c'est que par exemple, je peux commit directement. Donc ça veut dire que je peux commit tout ça sur ma machine et je peux ensuite envoyer tous ces commits. C'est ce qu'on appelle un push. Donc on va le voir ça de façon en démonstration. Donc c'est un push. Et là, à ce moment-là, j'envoie tout. D'accord? Donc là, on prend l'exemple. Donc ici, il y a les commits et les modifications, mais on va prendre directement le cas d'une merge request. Donc en général, moi, je fonctionne comme ça. Donc du coup, à ce moment-là, je dois ajouter une modification où il va se passer quelque chose par rapport à la branche principale. Hein, c'est coupé de cette façon-là. D'accord? Donc vous avez votre projet principal, c'est ce qu'on appelle la branche principale. D'accord? On le voit ici. De toute façon, si je change d'onglet. Vous voyez, vous avez la branche principale, actuellement j'en ai pas d'autres. Est-ce que par exemple si j'affiche all, elles sont toutes supprimées? Ouais, normalement elles se clean tout seul. Ça dépend comment vous avez configuré. Donc normalement moi ça c'est clean tout seul. Donc c'est pas grave. De toute façon on va le voir en démo, je vais le faire. Donc le truc qu'il y a, c'est que du coup ça fait une nouvelle branche. Donc c'est comme si ça faisait une copie directement. Et en fait, toutes les modifications qui vont être faites, vous allez le voir là, toutes les modifications qui vont être faites, et bien vous allez le voir. Là je vais dans la partie change, c'est ce qui s'est passé dans ce merge request. Donc entre guillemets c'est voilà, c'est une étape au niveau du développement de l'application. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette étape-là? Donc en plus de ça, le titre il est mauvais parce qu'à la base j'étais parti là-dessus, je l'ai changé mais j'ai gardé la même branche. Bon, comme je fonctionne tout seul dessus, c'est pas trop un souci, mais il vaut mieux garder une concordance. Donc les commits sont assez clairs. Donc du coup dans cet événement là, dans cette merge request, il s'est passé du coup plusieurs commits. Donc on voit l'ajout du coup, ça parle de l'upversion, ça parle de plein de choses. Si je vais directement dessus, et ben je vais avoir les fichiers qui ont été modifiés, vous voyez directement. Mais en même temps, vous voyez, j'ai aussi voilà, les lignes en vert qui ont été ajoutées, les lignes en moins qui sont en rouge là, qu'on voit bien en rouge, qui sont bien distinctes. On voit la différence qui s'est passée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le fichier était comme ça avant, et maintenant il est comme ça. Donc maintenant, par exemple, alors ça c'est complètement à part de l'application, hein, du coup, enfin de la branche principale. Et maintenant, à ce moment-là, dès que cette merge request, elle a été créée dans un but précis, c'est-à-dire d'ajouter des fonctionnalités ou corriger quelque chose, tout dépend. Quand cette partie-là elle est faite, et qu'elle est terminée, elle est validée, il n'y a plus qu'un bouton à faire. Donc là il a déjà été fait, hein, mais je le montrerai en partie démo. Hein. Et du coup ça a été fait et c'est envoyé dans la branche principale. Du coup à ce moment là, dans la branche principale, les commits qui se trouvaient dans l'autre branche se retrouvent ici, dans cette branche là. Donc ensuite on peut rajouter des tags qui permettent directement de changer de version. C'est à dire que là à ce moment là, le tag, c'est un petit peu comme si vous avez mis un petit drapeau à ce moment-là qui vous permet directement de revenir à telle version. C'est-à-dire que voilà, c'est une façon d'organiser votre code au fur et à mesure là-dedans. Donc voilà à quoi ça sert par exemple d'avoir Git, par exemple un Git, donc là j'utilise GitLab, mais qui derrière fonctionne avec un serveur Git, hein, c'est la même chose que GitHub, sauf que du coup l'interface utilisateur qu'ils ont mis en place ici, donc le front, GitLab, je sais plus avec quoi il est fait. Je sais pas s'il est pas fait avec Ruby on Rails. Je sais plus, il faudrait regarder. Pareil, donc vous voyez, ça c'est un outil qui est fait avec un framework, qui est une interface qui utilise un autre outil.
qui est Git. Mais Git, vous pouvez très bien l'utiliser en mode ligne de commande avec votre propre serveur, ainsi de suite, sauf que vous n'avez pas cette interface. Par contre, l'interface n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir dans l'IDE, d'accord? Que je remonte, qui n'est pas ici. C'est dans cette partie-là. C'est ça. Si je monte la partie Git ici, que vous voyez là, dans l'IDE, ce que votre projet, là la preuve, il est sur GitHub celui-là. Donc il n'est pas sur GitLab. Mais ça utilise Git, donc c'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que vous soyez sur GitHub ou sur GitLab, sur votre IDE, ça va s'afficher exactement de la même manière. D'accord? Donc du coup, c'est la même chose. On voit tous les commits. Et si je veux, je vois la différence qu'il y a eu de fichier en fichier. Par exemple, je vais ici. Je vois pareil que cette ligne-là, elle a été rajoutée. Je vois qu'il y a eu celle-là. On voit la différence entre avant et après. Vous voyez, donc l'IDE, il est quand même très pratique à un moment donné, parce que dès que du coup, vous avez une compréhension un petit peu de comment tout fonctionne, ainsi de suite, du coup, ça vous donne une facilité après pour pouvoir coder, développer directement vos applications, parce que vous gagnez vachement du temps avec tous ces outils intégrés. Donc là, on a vu qu'il y avait Git dans l'IDE. Il y a aussi, bien sûr, du coup, vous pouvez intégrer vos bases de données, d'accord? Donc il y en a différentes. Donc l'outil est vachement complet. Donc vous pourrez trouver des tutos selon votre. Donc là, l'IDE, c'est JetBrains, d'accord, de IntelliJ. Bien sûr, il y a Visual Studio et la plupart des IDE, ils ont des plugins intégrés où vous pouvez faire la plupart des choses que vous allez voir que je vais faire avec celui-là. Surtout que moi, j'ai à peu près une utilisation assez basique. C'est juste, je code. Au pire, j'ai la base de données et j'ai le Git, d'accord. Donc, il n'y aura rien de très spécifique à JetBrains. Donc, de toute façon, donc il n'y a pas besoin de rien d'affolant à ce niveau-là. On va attaquer du coup à la dernière partie, à la fin de cette première partie. On va attaquer bien sûr la deuxième partie en même temps, parce que ça y colle. C'est comment apprendre à coder de zéro. Maintenant, on va dire qu'on en sait un peu plus au niveau du développement informatique, voilà. Donc on sait qu'il y a les langages de programmation, on sait qu'il y a des outils qui nous permettent de programmer des IDE et tout, qui nous permet de gérer notre code. On a vu le GitLab qui nous permet aussi justement de pouvoir voir comment ça se passe pour pouvoir justement organiser notre code et travailler à plusieurs dessus. Ça, je vais le montrer en démo, je ne l'ai pas montré, on l'a juste expliqué. Mais maintenant, on va dire que qu'est-ce qu'on fait et comment on apprend à coder de zéro. Alors, en lien, de toute façon, j'ai mis ma formation qui est gratuite, mais de toute façon, en réalité, les vidéos sont sur YouTube, d'accord? Elles sont dans une playlist programmation directement. Je sais plus où elle est je sais, si je regarde, je crois que c'est. Non, c'est pas le Unity Hub. J'aurais pas dû le fermer. Je crois que c'est là. Voilà. Je prends les vidéos, je prends la playlist. Voilà, programmation pour débutants. Donc la formation qui est à la fois sur mon blog, d'accord, donc puisque du coup il y a tout c'est plus facile pour gérer les formations directement avec par exemple des quiz ou autre chose, mais ça c'est sur une autre formation que j'ai faite directement dessus. Mais sur la formation gratuite, du coup elle est divisée en deux. Vous avez une partie du coup sur YouTube qui est la partie un peu programmation, et vous avez une première partie, et cette formation elle est gratuite de toute façon. Vous avez une première partie qui vous présente aussi pareil tout ce qui est système d'exploitation, le fonctionnement des ordinateurs, des réseaux, des programmes. Ça c'est vraiment si l'ordinateur c'est inconnu pour vous, que vous comprenez pas encore comment ça fonctionne, vous avez voilà, j'ai essayé de l'expliquer le plus possible dans cette formation. Bien sûr vous pouvez toujours poser des questions s'il y a besoin, et bien sûr je pourrais refaire d'autres vidéos par la suite pour mieux expliquer certains concepts ou autre chose, mais dans l'idée, pas besoin d'aller très loin. Ça veut dire que selon ce que vous avez envie d'apprendre, selon ce que vous avez envie de faire, bien sûr, tout dépend de. Vous voyez, on peut comprendre comment fonctionne un processeur juste de base. Ça veut dire que voilà, c'est celui qui est en charge d'exécuter les exécutions que l'on va faire dans notre code. Là, je parle dans le cas où on est développeur. C'est le processeur qui va exécuter notre code. Ensuite,
Voilà, on sait que selon les processeurs, les codes sont un peu différents selon l'architecture, autre chose. On peut aller un peu plus loin en se documentant, en regardant des vidéos, des tutos ou autre chose, mais il n'est pas nécessaire de savoir comment fonctionne un processeur à 100%, d'accord, pour savoir coder ou pour savoir développer une application. L'important, c'est de savoir que c'est lui qui va calculer, d'accord. Donc, en fait, et que par exemple, la mémoire, vous allez vous en servir pour pouvoir stocker des données que vous allez utiliser, qui vont être calculées par le processeur. Donc, par exemple, comme je l'avais montré dans une vidéo, donc imaginez que vous avez, je sais pas si on peut le montrer là-dedans, d'accord. Je vais prendre un processeur, comme ça on va montrer avec petit schéma. D'accord, je vais mettre un processeur ici, d'accord. Bon, on entend beaucoup parler, hein, gigahertz, ainsi de suite et tout, donc bon, c'est puissant, c'est celui qui, voilà, c'est celui qui va calculer, entre guillemets, donc vous faites du code, c'est celui qui va exécuter votre code. Maintenant, je vais prendre la mémoire, ok, mémoire RAM, voilà, on va prendre une barrette de mémoire, voilà, ici, par exemple, on voit, en plus il y a des cases et tout, donc c'est génial. Donc imaginez maintenant que vous avez fait une application, vous faites une calculette, d'accord. Donc vous avez besoin de ranger deux variables. Donc vous mettez en mémoire la variable A qui est égale à 2, la variable B qui est égale à 2. Voilà une partie de votre code. Ça veut dire que du coup vous avez demandé au processeur de ranger en mémoire telle variable avec telle valeur et telle variable avec telle valeur. Première chose, vous avez demandé cette instruction. Deuxième instruction, tu me prends telle valeur A et B, tu me les additionnes et tu me les mets dans C. Donc une autre instruction envoyée au processeur. Ensuite, tu lui dis d'afficher le résultat de C par exemple. Et du coup, le processeur en même temps, d'accord, ça c'est le système d'exploitation qui va le gérer. Il va envoyer les données justement qui ont été demandées en sortie graphique, donc à l'écran. Donc si c'est juste un truc écrit en console, il va vous afficher le résultat, d'accord, 2 plus 2, 4, et vous avez 4 qui est affiché. C'est pour vous expliquer. Le truc qu'il y a, c'est que le fait de comprendre comment il fonctionne, juste au moins de base, ça vous permet aussi de savoir comment fonctionnent vos applications. C'est-à-dire qu'à quel moment il se passe quoi. Ça veut dire que, parce que au niveau de votre code, quand vous allez coder, vous allez pouvoir du coup afficher... par exemple, au moment donné où il y a des blocages ou il y a quelque chose qui vous paraît un peu bizarre, à ce moment-là, vous allez afficher juste des petits messages. D'accord, vous avez la possibilité d'afficher ce que vous voulez à l'écran. Donc à ce moment-là, au niveau des bugs, si on part en niveau console, hein, par exemple, on va partir directement, parce que là, de toute façon, comme on est en deuxième partie de démo, ok. Là, par exemple, je prends mon terminal. Et je vais prendre une autre application. Je vais prendre directement, on va tout fermer, on va repartir à 0. Et je vais faire un nouveau fichier. Je vais essayer de pas taper trop fort au clavier, au micro. Ça, si je saurais écrire, c'est mieux. D'accord, donc je vais marquer test, tout simplement. Fonction main, d'accord. Donc là, j'affiche print, par exemple. Voilà. Test, ok. On va faire un print, parce que je crois que print ça marche pas, je crois que ça y est, je suis passé trop, c'est sharp là. Je l'aurais fait, il faut que j'aille dans cdev, je vais dans le dossier, go run test, ça m'affiche bien test, d'accord. Donc c'est l'exemple que je vous dis, c'est-à-dire que là à ce moment-là, si moi je suis en train de travailler là actuellement, comme c'est un projet qui est en console, et c'est qu'à n'importe quel moment de mon code, je peux mettre du coup un affichage et afficher n'importe quelle valeur si j'ai besoin de débugger pour savoir qu'est-ce qui se passe et à quel moment. Et du coup ça va vous permettre du coup d'essayer, parce qu'il faut essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est une instruction après l'autre. Au début, là le code il est assez simple. Vous voyez, comme je vous ai dit, si on fait par exemple, si je fais tout simplement A, donc normalement je crois que ça je l'ai expliqué dans les vidéos justement de programmation, hein, d'accord. Donc je vais juste du coup assigner une valeur à la variable A, d'accord, on va lui dire 2, ok. B est égal à 2,
On va faire exactement l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Et C est égal à A plus C, non, A plus B. Print. Donc C est égal C. Voilà, je crois que c'est comme ça. Voilà. Du coup, là, on a un peu plus d'instructions qui est demandé, donc, et ça ressemble à ce que je vous ai montré juste avant, d'accord, qui est juste que à ce moment-là, au processeur, ce qui se passe, c'est que je lui demande d'affecter toutes ces valeurs à ces variables, parce que du coup, ça va se faire en même temps. Ça veut dire qu'il va affecter en même temps, une instruction après l'autre, hein, mais du coup, il va affecter A directement. Donc vous me direz le code il sert à rien, hein, mais c'est un titre d'exemple. C'est juste que du coup il va affecter 2 à A, il affecte 2 à B, et en même temps il va affecter A plus B à C. Voilà. Et ensuite la dernière instruction qu'on lui demande c'est le C, et ensuite le programme s'arrête, c'est fini. Vous avez fait votre instruction. Donc ça c'est juste un exemple d'un programme, vous voyez, et directement avec plusieurs instructions, ce que je voulais vous montrer. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment apprendre à coder de zéro, du coup apprendre les bases de la programmation, déjà c'est bien. Je vous ai mis les vidéos du coup qui sont la deuxième partie de la formation qui est sur YouTube, hein, et bien sûr si vous vous inscrivez à la formation, vous avez le lien en description, du coup vous accédez au reste de la formation si vous avez besoin de connaître les ordinateurs, les réseaux et tout ça, ou si vous avez besoin de plus. Et bien sûr vous avez le Discord si vous avez une question. Du coup maintenant, on va voir, du coup on a vu, je vais vous présenter, par exemple on a vu les frameworks, donc je vais vous représenter, on avait vu dans une vidéo, et en même temps on va voir du coup Docker, d'accord, donc je vais le relancer. Dans cette application là, directement quand elle est lancée, on va avoir un site web basique, d'accord, on va directement avoir la base de données qui va nous permettre de ranger du coup nos données à l'intérieur directement. Tout va être fait, d'accord, on le voit donc dès qu'on sait utiliser Docker, comme je vous ai dit, on voit que du coup après il y a moyen, on va dire, par rapport, alors on peut exécuter directement un container depuis une image, d'accord, je l'ai présenté de toute façon dans la vidéo Docker, donc si vous avez pu la fiche, il y a le lien en description, il y a la vidéo Docker où je vous fais vraiment une présentation Docker Compose, comme ça vous voyez bien. Mais vraiment, voilà, un petit résumé sans aller à fond dans les détails, hein, c'est moi-même, j'utilise assez simplement. Et pareil, quand j'ai besoin de faire quelque chose de particulier, ou si d'un coup j'ai besoin, voilà, et je le connais pas, et je vais aller apprendre à le faire. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'apprendre tout Docker entièrement, d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, le fait d'avoir, alors du coup, il y en a aussi, c'est vrai que coder tout seul ou c'est pas une bonne chose, hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir un réseau, des connaissances, c'est pour ça que je vous dis, faut pas hésiter à poser des questions ou autre chose, parce que faut pas fonctionner tout seul, parce qu'en même temps on découvre pas mal de trucs. Alors si par exemple vous connaissez pas la chaîne Corben, je mettrai aussi le lien en description, tout ça, un petit peu tout ce qui est un peu ressources intéressantes. Voilà, Corben c'est intéressant parce que du coup ça vous permet d'avoir les dernières technos, alors ça parle même de code, mais vous avez tout ce qui est un peu les dernières technos à jour, ça vous évite d'aller chercher tout le temps qu'est-ce qui se passe. Bon voilà, vous prenez quelques trucs à droite à gauche qui vous permettent d'être un peu au courant. Ça vous permet, on va dire, de découvrir un nouveau truc, d'un coup tu fais ah tiens ça c'est sympa, c'est vrai que ça serait utile. Par exemple, moi, dans mon quotidien, si j'avais ça, puisque du coup, imaginez par exemple que vous ne connaissez pas Git, que directement, en fait, vous faites vos applications comme ça, et vous faites toutes vos modifications à la main. Imaginez que vous êtes à l'ancienne, bon, je sais pas, ça peut encore exister, hein, je sais pas. On vous envoie des mails avec la partie du code que quelqu'un il a en copie. À l'ancienne, et qui vous dit ouais j'ai modifié ça, donc vous faites un div comme ça sur l'écran, vous faites ligne par ligne, vous faites copier-coller, ah ok d'accord il a modifié ça, je le change. Alors vous avez vu la différence quand on l'a fait sur Git, l'affichage, c'est-à-dire qu'en un affichage j'ai vu la différence, et je valide pas, je peux même choisir les lignes que je veux, donc non c'est... Du coup, c'est pas la même chose. Donc, vous voyez, donc après, et des outils comme ça, il en existe tout le temps. Vous prenez Docker, par exemple, ça fait quelques années ça existe, c'est récent, et il y en a toujours des nouvelles, de toute façon, maintenant. Donc, qui vous permettent, on va dire, par exemple, de pouvoir développer plus facilement, ou justement, par exemple, dans le cas, là, on utilise un framework pour pouvoir monter un site web rapidement. On est dans ce cas-là où, dans la vidéo, j'ai présenté que, du coup, de base, on peut directement avoir un projet
placé sous Docker avec l'intégration continue. C'est un template, hein, donc après il faut le compléter. Mais voilà, quand vous connaissez l'intégration continue, quand vous connaissez Docker, en fait vous voyez la puissance de l'outil, à quel point il peut vous faire gagner du temps. Et après les connaissances, bien sûr c'est important parce que vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous faites. Par exemple on prend le cas de l'intelligence artificielle, là par exemple c'est vachement le sujet. Genre parce qu'il peut faire du code tout seul. C'est vrai, c'est impressionnant, le truc il peut faire du code et tout. Mais maintenant, le code il faut l'intégrer. C'est-à-dire qu'ensuite de ça, par exemple, si le truc c'est un outil qui vient vous aider, en même temps, ben oui c'est pratique, parce que du coup, si vous savez lire le code, directement, vous envoyez un peu votre idée, vous lisez le truc, vous lisez le machin, vous dites ah ouais ça c'est intéressant comme ça, ok je le prends, là je le prends pas ou autre chose. C'est-à-dire qu'en fait ça devient un outil en plus. D'accord. Si je prends par exemple le cas, imaginez que vous connaissez par exemple, pour ceux qui connaissent la randonnée, mais bon c'est la même chose, et du coup il vous faut une carte et il vous faut une boussole. La plupart des gens utilisent des GPS, mais ils ne savent pas utiliser une carte et une boussole par exemple. Quand je dis carte et boussole, ça veut dire même si c'est avec le soleil ou le ciel. Pourquoi je parle de ça? C'est dans le sens où si vous avez que la carte, le ciel, d'accord, et le soleil, c'est-à-dire que vous avez besoin d'aucune technologie, vous êtes autonome. Maintenant, si vous connaissez ça et qu'ensuite vous utilisez un GPS, tant mieux, du coup vous allez gagner du temps. Mais par contre, si le GPS il n'existe plus, ou si par exemple il y a des choses dans le GPS du coup qui sont pas parce que tout le monde a des fois même avec le GPS ils ont du mal, et bien là c'est la même chose du coup parce que vous avez vos connaissances de base. Mais là c'est la même chose avec que ça soit au niveau de toute technologie, ça veut dire que faut pas utiliser un truc tout clé en main forcément qui fait tout à votre place si vous comprenez pas comment ça fonctionne exactement derrière. Donc par exemple dans le cas des frameworks, souvent ils utilisent des ORM pour pouvoir communiquer avec la base de données. C'est super, hein. Mais par contre, du coup, alors ça dépend. C'est si vous avez envie de savoir ou pas. Mais par contre, faut pas oublier que du coup, à ce moment-là, toute la partie base de données, c'est géré complètement différemment parce que les requêtes, vous ne les voyez pas. C'est l'ORM qui va les exécuter. Au niveau du framework, ça sera un objet basique, comme on a pu le voir dans les vidéos que j'ai présentées sur la grille ou autre chose quand je présente un fichier. Donc de toute façon je vais prendre un objet qui est là, hein. On doit en avoir un. Je vais prendre user, modèle. Bon, c'est peut-être pas clair dans le sens, mais en réalité là on a un modèle, donc du coup on a un utilisateur, il s'appelle user, et dans ce modèle, du coup il a différents champs, d'accord, donc le nom, le prénom, donc là c'est le nom normal, mais du coup prénom, nom, il peut avoir téléphone, date de naissance ou autre chose. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle du coup là à ce moment-là un objet, d'accord, ou c'est un modèle. Mais ce modèle en fait, c'est l'ORM on va dire qui va l'utiliser, et lui en fait il va l'interpréter autrement au niveau en base de données, parce qu'en base de données en fait ce modèle là voilà, c'est une table en base de données avec des colonnes, d'accord. C'est juste comme un tableau, colonnes, clés, valeurs, ainsi de suite, avec différents types. Est-ce que c'est... Alors voilà, c'est comment vous structurez que ce soit pareil, hein, en programmation, que ce soit en base de données, ou même là dans les modèles, hein, c'est pareil, vous avez un typage. Donc ça veut dire que, par exemple, si vous enregistrez une date de naissance, vous voyez, vous avez un type pour les dates. Si vous enregistrez un nom, vous avez un type pour les chaînes de caractères, les strings. Si vous enregistrez, par exemple, un numéro, vous avez un type pour directement tout ce qui est les entiers, donc tout ce qui est chiffres, d'accord. Parce que le fonctionnement n'est pas la même chose, c'est-à-dire que si vous enregistrez des chiffres dans une variable qui est en chaîne de caractères, vous ne pourrez pas additionner ces chiffres. Parce que là, ce que vous allez additionner, ce sont des chaînes de caractères, et le résultat, ça peut être totalement différent de ce que vous voulez. Alors des fois, le langage, il ne va pas le permettre, dans d'autres cas, il va directement additionner, par exemple, leur valeur décimale. Ça veut dire que, parce que les lettres ont une valeur, vu que c'est de l'informatique, hein, on parle bien que au niveau de l'ordinateur, lui, ce qu'il comprend, c'est que des 0 et des 1. Donc ça veut dire que c'est en base 2. Donc c'est-à-dire qu'avec ces 0 et ces 1, exactement comme l'alphabet, c'est 26 lettres, mais avec ces 26 lettres, on peut faire des phrases, et avec ces phrases, on peut faire des livres. Le binaire, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'avec ces 0 et ces 1, on peut faire exactement tout ce que vous voyez avec votre téléphone ou un ordinateur.
d'accord, ou tout que ce soit des films, des jeux ou n'importe quoi. Tout ça, c'est juste une façon de, c'est un langage. Le seul langage que l'informatique comprend, c'est le binaire, le 0 et le 1. Ensuite, bien sûr, vous avez la base 10 que l'on connaît. Donc là, le binaire, il est en base 2. La base 10, c'est ce que nous on connaît. C'est ce qui va de 0 à 9. Et pareil, avec ces 10 chiffres, avec ces 10 chiffres, on peut faire des nombres. Et ces nombres, ça va jusqu'à... ça s'arrête plus. Ben là, c'est pareil. Vous avez aussi la base 16, c'est de l'hexadécimal. Donc c'est aussi utilisé en informatique. Bon, voilà. C'est juste, voilà, c'était la parenthèse. Juste pour expliquer voilà, comment il tourne vraiment un ordinateur. C'est vraiment, voilà, c'est tout bête. Mais du coup, nous, on a un moyen, on va dire, de pouvoir communiquer avec l'ordinateur, lui demander à faire ce qu'on a envie de faire de façon simple avec les langages de programmation. Les langages de programmation vont nous permettre d'envoyer des instructions à l'ordinateur. Mais du coup, voilà. Et surtout de pouvoir écrire des langues que nous, on comprenne. C'est-à-dire que ce langage-là, il est fait pour que nous, surtout, on comprenne ce qu'on fait, et après, pour qu'il soit interprété d'une certaine façon à l'ordinateur. Ça veut dire que telle instruction, ça va pas faire autre chose sur un autre ordinateur que... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on met telle variable là-dedans, ça fera toujours la même chose. Et voilà. Là, on a ça sur ce langage. On a une autre façon sur d'autres. Il y en a, il faut préciser le type, d'autres pas le type. Il y en a, on précise une fonction de telle façon. Là, on est en Python, il y a marqué def. Vous avez vu que tout à l'heure, quand on était en Go, alors il est où? Que je me trompe pas. Il est parti. Là, on est en Go. Ça s'appelle fonction. D'accord? Vous voyez? Mais c'est une fonction. Donc, tout dépend. Mais par contre, voilà. Après, comme je l'ai dit, quand on est habitué au langage de programmation, on n'est pas perdu. Ça veut dire que même si là d'un coup il y a un nouveau langage de programmation qui arrive, donc je vais être concentré sur les nouveaux concepts, mais pas sur les anciens. Ça veut dire que quand d'un coup, et vous allez le retrouver, si vous avez déjà fait des formations ou pas encore, vous verrez que d'un coup quand vous passez du Python, par exemple vous prenez un tuto en Python, vous essayez et vous passez un tuto en JavaScript, en React ou autre chose, vous verrez que dans les débuts, ou même là, sur Unity, dans les débuts, on va vous parler des variables, des boucles. Il y aura toujours ça, les boucles, les fonctions, les variables, ainsi de suite. Donc l'avantage après, c'est que quand vous connaissez ça, vous passez rapidement dessus et vous assimilez beaucoup plus rapidement certaines choses. Après, il ne faut pas s'inquiéter. En informatique, c'est pas compliqué. C'est qu'au final, en fait, on fait souvent que résoudre. Voilà, vous êtes bloqué quelque part. En quelque sorte, vous avez toujours un problème. Donc vous essayez toujours de résoudre pour arriver à la solution que vous voulez. Donc vous êtes bloqué. Vous êtes juste bloqué. C'est pas fini, vous êtes juste bloqué. Donc après, il y a moi. Alors peut-être que la façon que vous faites n'est pas la bonne. À un moment donné, vous allez le découvrir en parlant avec les autres ou en réfléchissant tout seul. Donc c'est bien de pouvoir faire d'un coup, de ne pas enchaîner des rushs, des heures et des heures de code, parce qu'à un moment donné, de toute façon, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, vous avez beau être buté sur quelque chose, à un moment donné, votre cerveau, il dit non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas être concentré comme ça H24. Et ça fait du bien de faire un tour, et vous verrez de toute façon que c'est beaucoup plus productif de faire un tour, et toutes les personnes, à chaque fois je leur ai dit de faire ça, qui ne voulaient pas, et ainsi de suite, qu'à un moment donné ils l'ont fait, ils l'ont remarqué, ils me l'ont dit. Donc voilà, c'est que même moi je l'ai vécu, c'est la même chose, et je fais des fois toujours la même erreur, des fois on reste bloqué, et d'un côté, à un moment donné je dis, ok, de toute façon je vais arrêter net, on va stopper, et des fois c'est juste parce que la solution c'est pas celle-là, du coup vous allez changer. Parce que ça veut pas dire que d'un coup, c'est juste que d'un coup, ça va vous faire découvrir ce que vous faites n'est pas bon. Ou alors, du coup, c'était pas comme ça, et d'un coup, vous avez trouvé la solution. De toute façon, ça va venir un truc comme ça, et surtout, bien sûr, vous n'êtes pas tout seul, vous avez toujours, voilà, quand il y a un message d'erreur, de toute façon, par rapport à ce qui se passe, que ça soit exécuté ou que ça soit l'exécution ou le comportement, à un moment donné, vous essayez de l'expliquer dans une requête au niveau de Google, au niveau de vos recherches. Et bien sûr, s'il y a un message d'erreur qui s'affiche, du coup, pareil, vous faites un copier-coller du message d'erreur, vous essayez de préciser bien sous quel environnement vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes sous Windows ou sous Mac, ou des fois c'est important de préciser bien sûr le langage, d'accord, parce que des fois on va avoir le même message d'erreur sur plusieurs langages. Donc des fois c'est bien de préciser le langage. Aussi avec la version, des fois si c'est pas assez clair, il faut préciser. Et bien sûr, vos recherches, elles doivent être faites en anglais.
Alors si c'est compliqué l'anglais au début, dans tous les cas, de toute façon, je vous assure que c'est pas ouf, parce que dans tous les cas, l'anglais c'est le même. Les mots c'est toujours les mêmes, ceux qui reviennent. Donc ça c'est pas un souci. Et bien sûr après vous avez la traduction pour vous aider, et en même temps ça enrichit au fur et à mesure le vocabulaire. Donc du coup voilà, faut pas rester bloqué sur un truc. Vous êtes juste voilà, c'est juste une étape, et ensuite vous passez à l'autre. Et dites-vous que et ça sera toujours comme ça, parce qu'au fur et à mesure de toute façon que vous faites des projets. Que vous codez, normalement vous devez faire à chaque fois de plus en plus. Donc vous tomberez à un moment donné sur des difficultés, parce que moi-même, comme je vous ai dit, ça fait 20 ans et je tombe toujours sur des difficultés. À un moment donné, il y a un truc que j'ai jamais vu, un truc que je connaissais pas, et je découvre, ou alors voilà, tout dépend. Ou alors bien sûr il y a quelque chose que j'ai envie de faire, et pareil, il faut que j'apprenne à le faire. Donc pareil, je suis des tutos, si ça va pas, si c'est pas assez, je suis des formations, je prends des livres. Moi j'hésite pas. De toute façon, depuis le début, j'ai appris comme ça. J'ai pas eu le choix parce que j'ai pas eu de diplôme. Donc du coup, le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas eu le choix d'apprendre tout seul. Après, j'ai eu la chance d'aller à l'école 42, elle est pas diplômante. Donc du coup, mais bon, il y a pas, ça n'a pas toujours été comme ça. Elle est ouverte que depuis 2013. Donc avant, il n'y avait pas ça. Il fallait apprendre tout seul parce que j'avais pas accès à l'université ou autre chose. Donc, et en plus de ça, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait maintenant sur YouTube, les sites ou tous les trucs de formation. Donc maintenant, comme j'ai dit, il y a vraiment la possibilité, et surtout qu'en plus de ça, les bases c'est toujours les mêmes, donc il n'y a pas vraiment de difficulté. Donc en reprenant notre projet, du coup si je lance le Docker qu'on peut voir ici, je prends le local, on a un service Django, d'accord, donc il va se baser sur une image. Donc là on va avoir un container qui va être lancé. Donc le Docker Compose va nous lancer plusieurs containers. Et là j'ai un autre container qui lui est la base de données Postgre. Donc là je vous le dis parce que je le sais, mais vous voyez du coup, mais c'est pas marqué, c'est pas marqué directement. Hein. Mais comme j'ai dit, c'est-à-dire que ça c'est le genre d'outil utilisé par les développeurs. Bien sûr, dès que vous connaissez Docker Compose, d'accord, voyez la vidéo pour ceux que ça intéresse. Hein, du coup vous comprenez ce qu'on est en train de voir. Et bien sûr après, si c'est pour au niveau de Django aussi, si ceux qui connaissent Python Django, et du coup ils seront aussi, ils comprendront en fait ce qui est en train de se passer. Du coup, mais là du coup je vous l'explique comme ça. Du coup on va lancer plusieurs containers. Du coup il va avoir du coup l'application, un container qui va tourner sous Python avec Django, qui va nous lancer notre code. Il va avoir la base de données. Alors ça c'est pour la documentation, d'accord, donc c'est en local, donc rien à voir, on va pas le voir. D'accord, donc là je l'ai déjà build, mais bien sûr je précise avec la commande Docker Compose directement le fichier que je veux, hein, parce que vous vous rappelez, j'ai parlé de fichier de production, là on est du coup en local. Du coup on build, le temps que ça build. Ensuite je lance. Alors je peux prendre la commande -d qui permet de le lancer en arrière-plan. D'accord, donc c'est ce qu'on peut faire si on lance cette machine en mode serveur, ou si par exemple vous avez besoin que votre conteneur tourne tout le temps. Et dans ce cas là vous mettez cette commande, mais là moi je vais pas le faire, je vais la lancer juste comme ça après j'aurai juste à faire un CTRL-C et c'est fini. Donc là il a lancé tous nos containers, donc il les a appelés de différentes façons. Je vais lancer un autre terminal du coup, et on voit que si je fais la commande docker psa, on voit du coup nos 3 containers, hein, comme je vous ai dit, Django et la base de données. On voit les montages de ports. Donc pareil, hein, ça c'est dans la formation gratuite quand je parle des réseaux. Hein. Donc votre ordinateur, il a une adresse IP et il y a des ports, d'accord. Donc voyez ça un peu comme si votre ordinateur c'est une maison. Donc il y a une adresse. Les ports, ce sont les fenêtres et les portes, d'accord. Et sur votre ordinateur, vous en avez, je crois, 65 500, je sais plus combien. Bon là, il y en a beaucoup, 65 000 et quelques. Du coup, et bien sûr, il y en a, ils sont déjà attitrés, il y en a, vous connaissez déjà. Le port 80 qui est utilisé pour du coup les serveurs web, c'est celui qui est utilisé par le navigateur web quand vous allez sur internet. Quand vous chargez une page internet, le port 80 de votre ordinateur est ouvert à ce moment-là, d'accord. C'est par là que passe le trafic entre le serveur web et le trafic et le serveur web, entre le serveur web et votre navigateur web. Là du coup nous on a aussi besoin
bah, nous en plus c'est une application web, donc on aurait pu utiliser le 80, hein, j'aurais pu le faire, c'est pas un problème ici. Mais du coup j'ai utilisé le 8000, voilà, tout simplement. Mais j'ai précisé le 8000 et la base de données elle est sur le 9000. Donc le truc qu'il y a, c'est que au niveau, alors là ça va revenir en grand, c'est que directement la base de données Postgre elle est liée, d'accord, à ce container. En plus de ça, ils sont en même temps dans le même endroit, d'accord, ils sont exécutés directement dans le même Docker Compose, donc normalement ils sont dans le même sous-réseau et ils sont liés entre eux. Ok, on voit qu'il y a des fichiers d'environnement, bon tout ça, donc du coup ils peuvent communiquer. Maintenant que c'est lancé, je vais directement aller, alors il a choisi l'adresse IP, donc 0.0.0.0 c'est du local, ça peut être 127.0.0.1, ça peut être là les 000 qu'on a vu là, ou ça peut être le localhost que j'ai déjà montré, d'accord. Ça veut dire que c'est en local, vous êtes en train de vous appeler vous-même, d'accord. Si par exemple j'aurais utilisé l'adresse IP que j'ai sur mon réseau local, donc c'est-à-dire c'est pas sur internet, hein. C'est-à-dire que je fais la parenthèse, votre box internet, elle est connectée à internet. Mais vos ordinateurs, votre téléphone, à l'intérieur de la maison, quand ils sont connectés en Wi-Fi, ne sont pas connectés à internet directement, ils sont connectés au routeur qui lui fait du coup l'intermédiaire entre les deux. D'accord. Du coup, ça veut dire que vous avez une adresse IP. Vous avez une adresse IP à l'intérieur de votre réseau et que si vous appelez un site internet, d'accord, pour avoir votre IP extérieur avec votre ordinateur, votre téléphone, votre iPad, votre box, votre télé, vous aurez la même IP extérieure. D'accord. Donc au niveau public, sur internet, tout votre réseau local, il a la même IP, quel que soit l'ordinateur ou l'appareil que vous utilisez. Mais du coup, ça, il y en a, ils l'utilisent. Par exemple, en entreprise, c'est vachement utilisé. Par exemple, exactement, si vous avez un serveur, chez vous, vous avez un serveur, par exemple, pour sauvegarder vos données. D'accord. Donc, il a pas besoin, vous n'avez pas besoin de communiquer avec lui en mode extérieur. Donc, directement, vous allez lui donner l'IP. Ça va être l'IP directement du réseau local. D'accord, tout simplement. Comme vous l'avez pu le voir avec une imprimante, quand on voit une imprimante sur le réseau, on voit son IP. Là, c'est pareil du coup. Donc, on aurait pu l'utiliser directement comme ça parce que vu que j'ai un réseau allumé, voilà, mais si je coupe le réseau, du coup, ça fonctionne plus. Mais là, je peux. Du coup, avec cette adresse-là, on est directement sur ma propre machine. Alors, ce qu'on peut voir directement, c'est qu'il a lancé une application. D'accord. On peut voir les templates ici. D'accord. De l'application. Donc on voit directement que donc si je vais dans les configs des URL, on voit que du coup l'adresse d'origine, donc ça veut dire que c'est le site quand on l'appelle basique, il retourne page home.html. Alors du coup là à ce moment-là, lui il importe un autre fichier qui est ici, et là on se retrouve avec de l'HTML. Donc vous voyez que malgré que le projet soit sous Python, on se retrouve avec de l'HTML. Donc c'est tout simple, c'est parce qu'en réalité, le back-end, lui, en fait, il va justement envoyer des informations directement ou à un template ici qui va être réécrit avant d'être envoyé à l'utilisateur. Mais du coup, tout le traitement, on va dire entre guillemets, de comment on va construire l'HTML, donc c'est pour ça qu'il y a un template qui est ici, et qu'en fait, dans ces templates, on peut ajouter des variables. Donc là on le voit, je crois, si je ne dis pas ici, vous voyez, ici il y a un for. Et ça, on n'est pas dans, vous voyez, on n'est pas dans de l'HTML, là c'est à ce moment-là, je crois que, je ne sais plus comment il s'appelle ce langage, c'est du Twilight ou du Twin, ou je ne vais plus dire de bêtises. Mais en tout cas, ça permet, on va dire justement, d'utiliser les variables qui ont été envoyées depuis le back-end. Donc à ce moment-là, donc ça c'est le framework qui gère tout ça directement. Donc ça vous permet du coup d'envoyer par exemple une liste d'utilisateurs directement à votre template, et ensuite avec cette liste d'utilisateurs, donc par exemple, vous pouvez vous gérer votre affichage. Donc ensuite vous mettez les balises, là ici je vais mettre le nom, parce que vous avez des informations là-dedans. Comme vous avez vu le JSON, c'est exactement pareil. Vous recevez votre variable, et des fois dans des variables, là ici on a vu A est égal à 2, mais des fois en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est que on peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'elles peuvent contenir des tableaux contenant
plusieurs valeurs du même type. Ou même encore plus loin, un tableau de hash, d'accord, qui contient directement une clé, d'accord, donc c'est-à-dire un nom qui va vous permettre de retrouver directement la valeur que vous voulez en lui donnant directement un nom avec une valeur qui peut être de différents types. Ça vous permet du coup de ranger dans une variable toute une structure de données, comme j'ai déjà montré dans... Je crois que c'est là. Allez, on va aller directement dans les structures. Ok. On prend l'exemple ici, où j'ai une structure. Ce que j'aime bien, c'est que... Je vais le couper directement, voilà. C'est que, alors par exemple, quand on voit le... Et de toute façon, je vais le couper. Voilà. Si je fais un grid d'info, ouais, mais s'il ne tourne pas l'API, ça va être compliqué. Si je fais... Voilà. Là, j'ai un retour JSON. Maintenant, si je prends côté code, donc là, c'est la partie console qui va appeler l'API et qui va obtenir ça en réponse. Moi, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir ça comme une chaîne de caractères. D'accord? Je peux avoir ça sur une seule ligne. C'est exactement pareil. Le fait que ça soit affiché comme ça, c'est quand même plus joli. Ok? Donc, je crois que je peux même... bon, c'est pas grave, on va pas montrer l'exemple non plus. Pas de... Donc là, on a le grid d'info et c'est exactement ce qu'on voit là. Vous voyez? Donc, on voit ici, à ce moment-là, que on a un tableau de zones. Vous voyez, ici, on a décroché, on a plusieurs zones. Donc ici, je me retrouve avec zone, comme on voit là. Et du coup, j'ai fait un tableau avec cette structure. On est déjà sur une structure. Du coup, là, j'ai une autre structure qui est ici. Vous voyez, on retrouve exactement ce qu'il y a ici. Et bien sûr, j'ai mis les types que je voulais. Donc, booléen qui est true ou false, que l'on voit là. Ou directement après, ben, là, des int. Ici, un grand int, du coup. Ici, c'est une string parce que c'est la version. D'accord, on le retrouve là. Okay, version, et on voit que c'est une chaîne de caractères. L'ID, c'est pareil. Ok, vous voyez, vous pouvez ranger vos données comme vous voulez, parce que souvent, voilà, ce qui va se passer, de toute façon, que ce soit une application, que ce soit un jeu, que ce soit n'importe quelle chose que vous allez programmer, vous allez manipuler de la donnée, vous allez faire des calculs, vous allez ranger ces informations quelque part pour qu'elles soient réutilisées à tel endroit. En fait, vous allez réfléchir à toutes ces étapes, parce que c'est ce qui va se passer au moment où vous allez créer votre application. D'accord? Donc, c'est-à-dire que votre application, tant qu'elle n'est pas lancée, il n'y a rien qui existe. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez la lancer, voilà, il va se passer ça. Après, il va se passer ça. Donc, il faut voir dans votre tête, il faut pouvoir... Parce que c'est ça, en fait, le métier de développeur. En réalité, c'est pas quelque chose qui s'apprend dans le sens où, texto, vous allez suivre un truc et ça y est, je suis... Non. Vous allez pouvoir apprendre le code, vous allez pouvoir apprendre à programmer, mais ensuite, quand il s'agit de logique et réfléchir, là, vous êtes tout seul. Donc, tout seul dans le sens où vous pouvez, bien sûr, poser des questions, demander conseil ou réfléchir à un truc, mais dans tous les cas, à ce moment-là, il va falloir réfléchir qu'est-ce qui va se passer dans votre application. En premier, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, je reçois telle information, avec ces informations-là, tout dépend ce que vous devez faire, hein. Mais avec telle information, je fais ceci, ensuite où je les range là, où je les mets là. Vous voyez, vous pouvez visualiser tout ça, c'est ça que j'essaie de dire, c'est que vous avez le temps de voir tout ça au moment où vous développez. Donc vous réfléchissez à ça avant de développer votre code. D'accord, il y a beaucoup de parties, moi, de choses que je développe, elles sont même pas développées devant l'écran. Alors, il y en a qui disent qu'ils passent beaucoup de temps devant l'écran. Alors, tout dépend. Moi, je passe beaucoup de temps devant l'écran quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose que je connais pas, ou bien sûr de résoudre un problème qui nécessite d'être devant l'écran. Mais des fois, beaucoup de problèmes ne nécessitent pas d'être devant l'écran. Beaucoup de choses, par exemple, après, voilà, c'est que quand il y a un projet à concevoir de zéro, et vraiment qu'il faut aller voir jusqu'au bout, et bien à un moment donné, quand vous avez plus l'habitude, surtout avec le code, vous n'avez plus besoin de coder. Au final, vous allez commencer à pouvoir penser en codant et réfléchir en codant. Donc directement, vous savez que si je fais telle ou telle chose, voilà, il faut coder tel ou tel truc. À force, vous allez avoir l'habitude. Donc du coup, ça va vous faire gagner du temps. Et à un moment donné, pour visualiser votre application, vous dites ok, d'accord. Alors là, je fais ça. Maintenant, je vais ranger les utilisateurs. Là, il y a tous les trucs qui est en base. Là, de toute façon, il y a des choses, elles se répètent. Ça revient souvent. C'est enregistrer de la donnée, récupérer de la donnée, traiter de la donnée. Voilà,
Franchement, c'est toujours la même chose. Après, tout dépend. Vous voyez, c'est pour ça, par exemple, là, après, on va voir le jeu vidéo, c'est pas du tout la même chose. Et voilà, moi, perso, voilà, je trouve ça plus intéressant. Et après, chacun les trucs. Il y en a, ça va être l'application mobile, voire des trucs. C'est la même chose. C'est pour ça que c'est important de faire, surtout même en informatique, ce qui vous plaît. Parce que, étant donné que c'est quand même un métier de réflexion, vous allez devoir réfléchir. C'est quand même important que vous réfléchissiez sur des trucs qui vous passionnent, que sur des trucs qui vous passionnent pas. Donc ça veut dire que si faire des sites internet, c'est pas trop votre délire, que vous préférez faire des jeux vidéo, par exemple, eh ben, faites des jeux vidéo. Parce que sinon, voyez, donc c'est la même chose. Vous aurez de la programmation. C'est exactement le même truc. Hein. On va le voir de toute façon dans les exemples. Sauf que vous allez faire autre chose, ça sera des jeux. Donc voilà, donc c'est important de savoir ce que vous voulez faire, surtout pour pouvoir apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre au moment où vous en avez besoin. Au final, cette vidéo, je trouve, elle est vachement longue. Là, au moment où je tourne, elle est à 1h38, hein, mais j'ai vraiment essayé d'englober le plus possible tout ce qui tournait autour de l'informatique. Donc il y a certaines choses, vous voyez, comme par exemple le jeu vidéo, je pense que je vais le mettre sur une autre vidéo, je vais peut-être pas le présenter dans celle-là tout de suite, surtout que j'ai d'autres vidéos déjà dessus. Donc en même temps, si ça vous intéresse, vous allez voir directement sur ma chaîne YouTube les autres vidéos concernant la partie Unity. D'accord, donc c'est un logiciel qui me permet de concevoir des jeux vidéo. D'accord, et pareil, j'ai mon IDE Rider, il fonctionne aussi sur JetBrains, qui lui fait le code directement des scripts. D'accord, donc je code sur un IDE et j'utilise Unity pour, par exemple, là, utiliser les jeux et exécuter les scripts aussi qui vont être utilisés avec la librairie Unity. Et ça, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos. Donc, du coup, voilà. J'espère que j'ai englobé la plupart, on va dire, de tout ce qui tourne autour du développement, en montrant un petit peu, du coup, en exemple, présentant le GitLab, les IDE, toutes les technos et à peu près. Voilà, vraiment, c'est l'important. Il est là, des choses que vous devez apprendre au niveau de à connaître surtout pour savoir de quoi on parle. Parce que voilà, au fur et à mesure, vous allez enrichir votre vocabulaire. C'est important de savoir de quoi on parle au niveau des technologies et surtout c'est que vous n'avez pas besoin d'apprendre tout forcément à 100%. L'important c'est de connaître ce que vous avez besoin de connaître, d'accord, et après connaître un peu plus, mais connaître ce que vous avez besoin de connaître et surtout du coup apprendre et appliquer ce que vous avez besoin d'apprendre pour par exemple dans votre métier, ou alors pour faire votre application, parce que du coup si vous avez envie de devenir développeur informatique, alors là c'est important de savoir par exemple dans quel domaine vous voulez travailler, pour savoir quel langage vous voulez apprendre, et ainsi de suite. Donc comme je l'ai présenté juste avant, par exemple vous voulez faire du développement mobile, d'accord, donc vous allez utiliser par exemple Android Studio avec Java, ou le Swift avec soit iOS pour faire des applications iPhone, ou bien sûr JavaScript directement. Alors vous voyez, par exemple j'ai montré un article directement, l'avantage du JavaScript, c'est que par exemple vous pouvez coder des applications Android et iPhone, et aussi bien sûr du coup des sites web ou des applications web, parce que par exemple avec React ou Vue.js ou Angular par exemple qui est en JavaScript, vous pouvez faire aussi pareil des applications mobiles et des sites web directement avec le même langage de programmation. Pas les mêmes librairies, parce que du coup vous n'allez pas vous retrouver des fois avec les mêmes frameworks. Donc du coup c'est juste des librairies, ils fonctionnent différemment, mais par contre vous savez lire le JavaScript, donc du coup ça vous permet d'être polyvalent dans le sens où vous pouvez faire du mobile, des sites web directement avec et des mobiles en plus sur différents appareils. Ça veut dire que des fois il y a des développeurs directement, ils sont que Android. Alors c'est vrai que quand on utilise la programmation au niveau natif, c'est beaucoup plus performant, d'accord, mais franchement quand on regarde, moi je parle juste au niveau pour pouvoir être un peu polyvalent, et surtout malgré tout React Native reste quand même assez performant. Et quand on regarde sur le site, parce que c'est quand même Facebook qui l'a fait, et de ceux qui l'utilisent, du coup ça va rallonger la vidéo encore, mais bon c'est pas grave, c'est important de parler des trucs surtout si on voit. Donc vous voyez, en plus on a des exemples là-dessus, il va vous expliquer, voilà, ça ce sont les applications qui utilisent React Native. Donc on a Facebook, Oculus, c'est normal, c'est un peu les mêmes, Xbox,
On a Skype, ça c'est, je crois que c'est des trucs de Microsoft Office, ou je crois que c'est qui lui, Outlook, ou je sais plus, putain j'arrive plus avec les logos. On a Puma, on a Discord, on a Tesla, on a PlayStation, WordPress, ça c'est quoi? C'est la Poste ou Facebook ou c'est quoi? Je connais même pas. Ah, des trucs des fois je les connais même plus. Il y a trop de trucs. Je crois que ça c'est Coinbase, ouais Coinbase. Vous voyez, donc voilà, il n'y a pas n'importe qui non plus qui utilise, c'est pas n'importe qui utilise React Native. Donc, à prouver que la technologie, elle existe. Après, tout le monde n'est pas d'accord et vous allez trouver des avis différents. Et c'est là, c'est ça qui est beau quand même un peu en programmation, c'est qu'au final, vous allez retrouver avec, par exemple, vous avez un objectif, faire telle application. Mais vous allez avoir plein de façons différentes de pouvoir la faire. Donc, c'est pour ça que c'est pas limité. Trouvez la façon qui vous est le mieux pour vous. D'accord? Donc, on va couper là-dessus, parce que je pense que voilà, j'ai fait une vidéo assez longue, je vais voir même si je la coupe pas en 2 parties directement, mais voilà, du coup, j'espère avoir fait bien le tour, et comme j'ai dit, vous avez le Discord pour poser vos questions, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.